Tu sais qu'il y a beaucoup d'invités qui citent C'est drôle. ton ouvrage comme leur livre spatial préféré. Je leur demande à chaque fois. Et les invités disent la BD de Marion Montaigne dans la combi de Thomas Pesquet. C'est marrant. Qu'est-ce que ça t'inspire? Je me vois un peu comme un labrador débarquer dans le milieu spatial à faire: «Bon alors, vous faites quoi? Ah ah, ça c'est rigolo, je vais faire un gag», alors que il y a tout un protocole point par point et donc ça me touche qu'il y ait quand même cette sympathie de ce milieu qui a compris la démarche qui était de montrer leur travail, mais pas tant pour eux, mais plus pour l'extérieur, des gens qui connaissent pas. Le but, c'était de faire un livre vraiment pour les gens que ça intéresse pas. Un épisode très spécial aujourd'hui de Elles font l'espace, puisque je ne reçois pas une femme qui travaille dans le secteur spatial, mais une femme qui a fait beaucoup pour l'image de l'espace en France en créant une œuvre littéraire, une bande dessinée qui s'appelle Dans la combi de Thomas Pesquet, un best-seller vendu à plus d'un demi-million d'exemplaires et qui a fait énormément pour transformer l'image du spatial en France et qui, vous allez le voir, a aussi transformé pas mal de choses dans sa vie à elle. Je reçois Marion Montaigne. Bonjour Marion, Bonjour Jules, comment ça va? ça va? Bon, j'ai précisé dans l'introduction que on a un épisode un petit peu spécial aujourd'hui avec toi, puisque tu n'es pas à proprement parler dans le milieu du spatial, Non. mais on peut dire de manière indéniable que tu as fait beaucoup, finalement, pour l'espace en France, pour le spatial en France, avec une BD de 200 pages que beaucoup d'invités du podcast ont déjà cité, qui s'appelle Dans la combi de Thomas Pesquet. Eh ouais, ben oui, c'était, il y a 7 ans maintenant, heu que j'ai eu la chance de rencontrer, Thomas. Non, fin 2015, à une époque, où il était pas encore trop connu, pas encore trop pris par, les médias, ça allait commencer et en fait, c'est marrant parce que je voulais faire, justement une BD plutôt sur, la conquête, enfin, comment on irait, sur Mars, comment se présenterait un voyage vraiment, loin, mais d'un point de vue scientifique. Quels étaient les défis scientifiques et cetera. En fait, je voulais faire un peu comme Marie Roche qui est une vulgarisatrice américaine et elle est allée à la NASA et elle est allée poser plein de questions. Mhm. J'avais adoré son livre et je me disais: «Tain, c'est super visuel, j'aimerais faire la même chose mais en France» et j'étais justement en train de me documenter là-dessus et tout le monde me parlait, au CNES, partout, on me parlait d'un certain Thomas Pesquet qui était en entraînement. Et il s'avérait qu'il avait laissé un message, il connaissait mon travail. Il m'avait laissé un commentaire, sur mon blog, heu, qui datait j'avais 10 ans de non pas 10 ans pardon, 10 mois de retard. Je l'avais fait 10 mois plus tôt et j'avais pas vu son commentaire. C'est ça, t'as un blog déjà Ouais, depuis j'avais plusieurs années qui s'appelle Tu mourras tu moins m'en me bête, bête mais tu mourras quand et même. oui, tu vois quand même, où, c'est de la vulgarisation scientifique. Mais un peu drôle, enfin vraiment déconnante même et dans cette note-là, en début 2015, mais vraiment je racontais, des trucs sur les astronautes. Bah, c'était documenté, hein. D'ailleurs, je m'étais inspirée aussi de ce qu'avait fait Marie Roche, ce qu'elle racontait de sa documentation auprès d'ingénieurs de la NASA et j'avais fait une BD où je me moquais assez bien des astronautes. Je les représentais avec, Et Thomas était tombé dessus, il avait fait un commentaire en mode moi je suis astronaute, et c'est à peu près ça, c'est enfin. vraiment ça le quotidien. Oui, oui, un truc, genre, «Ah ah, ouais, ouais, c'est à peu près ça, je suis astronaute donc je peux le dire» et j'avais pas vu, j'avais pas vu le Et commentaire. 10 mois plus tard, le CNES te fait un toc toc. Marion, t'as vu que Ouais, ouais, c'est un astronaute t'a laissé un un commentaire? attaché de presse du CNES, Julien qui me fait: «Dis donc, non, il me fait plutôt: «Dis donc, tu pas cool, tu aurais pu répondre à Thomas Pesquet» et donc je suis retournée voir. Et en fait, je me suis dit: «Bah, je peux lui poser des questions alors». J'étais un peu rassurée parce que, c'est encore mieux quand les gens connaissent mon travail parce que, des fois, j'ai du mal à expliquer. Voilà, je fais de la science, mais un peu trash, mais un peu marrante, mais c'est sérieux, mais c'est un peu, je et donc là, s'il connaissait, je me disais: «Bon, ben, s'il aime bien, ce sera peut-être plus facile, de l'approcher». En fait, ça a été assez, ouais, ça s'est fait assez vite, il a profité d'un passage à Paris pour, passer, me voir à l'atelier. On a un peu discuté Et et ça, c'était le début finalement de cette aventure. c'était le début d'une grande aventure. Mais oui, mais en fait, c'est drôle parce qu'au début, je pense qu'il savait pas vraiment ce que je voulais faire. Peut-être qu'il pensait que j'allais faire un autre petit article, dans le blog. Moi non plus, je savais pas encore trop quel livre j'allais faire.
Parce que des fois, de temps en temps, je fais des gros bouquins, vraiment sur des sujets et je savais pas trop, vers où j'allais, si j'allais plus parler des vols habités et tout. J'étais vraiment en phase de documentation et là, je vois un astronaute et je fais: «Ah, il raconte quand même des trucs assez marrants, quoi» et il me racontait des trucs bizarres qu'avait fait la NASA, des trucs un peu marrants sur les astronautes et je fais: «Non, quand même, les» moi, j'avais une image très, malgré ce que j'avais raconté avant, de la NASA qui se trompait jamais, qui était parfaite, des astronautes qui savaient se tenir et Et ça t'a surpris? Alors déjà, c'est, l'accès, assez cool, enfin de quelqu'un qui me parle, comme, bah, comme, vous rencontriez un bah, alors que bah, vous savez déjà que qu'il est plus intelligent que vous, mais facilement, d'un abord assez facile et ça m'a surpris et après, c'était quoi la question? C'est ouais, j'oublie souvent la question. Je disais que ça, c'était le début de cette aventure qui t'a fait rentrer dans, bah, finalement, une des personnes les plus influentes sur le spatial en France, avec cet ouvrage que tu as créé. Et tu as un autre point commun avec une de nos invitées, Erika, Mmh? que j'ai découvert en lisant ta bio, parce qu'on prépare un petit peu Ah les oui, émissions, oui, c'est bien. c'est que tu es née à La Réunion. Ça, je ne savais pas du tout. Bah, oui, je suis née à Sur l'île de La Réunion. Saint-Rémy-de-la-Réunion, ouais, parce que mon père était muté tous les 4 ans. Donc en fait, il était pas militaire, mais il travaillait à EDF, GDF et on déménageait, régulièrement et donc il s'avère que, ouais, je suis née à La Réunion et j'ai vécu là-bas 4 ans, ouais. Et ensuite, vous êtes rentrée en France, c'est ça? En métropole, En monsieur, métropole, en métropole. bien sûr. Ouais, ouais, en bons oreilles, on est rentré en métropole et après j'ai encore redéménagé, tous les 4 ans. Donc ça, ta vie, ton enfance, c'était de déménager, de changer d'endroit tous les 4 ans, de Ouais. quitter ses amis et cetera? Ouais, bah, alors c'était toujours en France, mais c'est vrai que c'était un truc, je pense que c'était pas toujours très bien vécu. Je trouve que plus on avance dans l'âge, plus c'est dur. Ouais, Les derniers déménagements, en plus, moi, j'avais pas du tout envie d'aller à Paris, par exemple. Bon, bah, c'est foutu. trop tard. Non, non, c'est pas évident. C'est quand justement, au bout de 4 ans, on commence à être bien, avoir des amis, hop, il faut repartir. Donc c'est peut-être, je sais pas en quoi c'est intervenu dans mon art, si ça m'a traumatisée ou je sais pas. Toi, tu as des frères et sœurs J'ai 2 sœurs et un frère qui sont triplés, qui ont 3 ans de plus que moi. qui sont triplés. Ouais, je suis venue après. Tu es la 4e de la famille, Je du suis coup, la la 4e dernière. de la famille, je suis la dernière, je suis l'artiste, Mais comment c'est de grandir avec des triplés comme frères et sœurs? bah, je sais pas, c'est comme demander à un cheval ce que ça fait d'avoir 4 pattes. Enfin, je veux dire, moi, ça non, mais j'ai toujours vécu avec des triplés, donc je sais pas ce que c'est qu'avoir des frères et sœurs, non, c'est un peu spécial. J'ai l'impression que c'est un bulldozer. En fait, quand je pense à mes frères et sœurs, je vois un bulldozer qui trace un chemin dans une forêt amazonienne et j'ai plus qu'à suivre. Ils avaient des revendications, à 13 ans, on a obtenu, 100 francs par mois. Donc comme ils l'ont fait, bah, je l'ai eu j'ai eu ça à 13 ans, donc ils traçaient le chemin. Je vois, je vois. Mais donc dans ton enfance, ta vocation, c'était la BD? Tout de suite le dessin? C'est quelque chose que tu as toujours fait finalement dans les marges de tes cahiers, tu dessinais des choses comme ça? Ouais, je dessinais pas mal et j'ai retrouvé même des courriers. Moi, j'avais une image de moi, j'étais bonne élève, mais vraiment, parfaite et là, j'ai retrouvé des courriers d'amis, du lycée justement après que j'ai déménagé qui me racontaient que je dessinais vraiment beaucoup en cours C'est vrai? et que je les pour les faire rire, ouais, je dessinais beaucoup les profs, beaucoup de trucs, tout en étant sérieuse. Mais ouais, je dessinais, pas mal, j'aimais bien, je pense que ça me faisait, imaginer des trucs, mais et j'aimais bien, je pense j'avais un truc avec le dessin, avec l'image, je regardais beaucoup, les livres, je lisais peu, mais je regardais beaucoup les images, donc C'est-à-dire que tu dessinais tu dis pour faire rire tes camarades, c'était ça ta première motivation? ouais, mais alors d'abord faire rire, ma famille, je dessinais, en fait, je pense qu'on j'utilisais un peu le dessin pour faire passer des infos, je dessinais mon père en train de comme il était très mauvais bricoleur, je le dessinais, par exemple, perdant le contrôle de sa tronçonneuse, ayant coupé le chien en 2. Donc déjà il y a un humour, donc il recevait ça, on faisait: «Ha ha ha», bon bah, ensuite c'était pour faire rire mon frère, je racontais ses matchs de basket, avec son copain, je sais plus et donc c'était un peu pour, et ensuite mes camarades de classe. Donc ouais, il y avait j'ai eu des périodes où j'ai un peu arrêté, puis j'ai repris, puis
Et puis, c'est des périodes d'adolescence où on tourne un peu le dos à ça ou et après on revient avec des lectures et cetera. Donc c'est pas non plus le truc si passion, dans le sens, obsessionnel, C'est pas un truc que tu voulais faire plus tard? Tu t'es pas dit Oh ça à l'école? non, en plus, je savais même pas que c'était un métier. Alors je voyais bien qu'il y avait des livres, mais c'est pas un truc dont on parlait dans ma famille, métier artistique, c'était des sortes de gens, c'est comme s'imaginer de ouais, c'était, il y a des chanteurs qui passent à la télé, puis toi tu chantes dans ton coin, voilà. D'accord. Il y a des artistes qui font des peintures et toi tu dessines dans ton coin. Non, il fallait un métier concret, un métier qui rapporte, des sous et sécure. C'est l'important, c'était le sécure. C'était la phobie du chômage, ouais, ça crispait tout. Le plus grand danger dans la vie, chômage D'accord, tu et as grandi tout. avec ça. Ah ouais, ouais, mais oui, on avait des cas dans la famille de chômage, assez dramatiques, donc c'était la phobie, de pas être au chômage et tout le reste, le plaisir, heu, se développer dans quelque chose qui nous plaît, ça n'a aucun intérêt. Le but, c'est avoir un métier dans sa vie. Mais ça tombait bien à la base parce que j'ai lu quelque part que la biologie, c'était ça ta passion à l'école, c'est ça où là où tu excellais finalement, ce qui t'intéressait le plus? Ouais, c'était la salle de classe que je trouvais la plus fun parce que je dessinais, mais j'ai aussi eu des lubies, biologiques. Je sais pas combien d'aquariums j'ai fait. J'ai élevé des grenouilles, des têtards. J'ai même essayé d'entretenir une sangsue. Voilà, chacun son truc, que je pêchais, j'ai essayé de récupérer tous les oiseaux. J'ai même essayé de tricoter des pulls à des pigeons. J'en ai attrapé. Non Je mais me suis dit que si est-ce elles que allaient tu pas as domestiqué des oiseaux? Parce que ça, c'est quand Heu, même, ouais, enfin, vous pouvez les avec la nourriture, on peut tout domestiquer, c'est ma théorie. J'ai construit des putain, j'ai pris comme je voulais un cheval, j'ai utilisé mon chien comme, cheval, je lui ai fait une charrette, j'ai bricolé une charrette avec une boîte à vin, une boîte pour les bouteilles de pinard avec des roues en bois et tout et j'avais tricoté des rênes et tout, le pauvre chien, ouais, j'avais des ouais. T'avais des donc à la fois tu étais intéressé par les cours de biologie, mais tu avais des lubies Ouais, de ouais, biologie, un peu de ouais, ouais, manipulation de de manipulation, du la vivant? dissection, j'adore. Hein, hein. Ouais, désolée. Non mais il y a Hem, pas de mal. non, j'ai congelé des insectes pour les, observer, au microscope. Non, il y a une sorte de curiosité du vivant, mais que je formulais pas vraiment. C'est juste que la salle, de biolo était la plus intéressante. Il y Et avait tu des jamais eu envie d'en faire ton métier vraiment? profs de biolo. Ouais? Non mais Prof de biolo ah ou, ou chercheuse? alors, non, mais ça là aussi, on n'avait pas de chercheurs dans la famille. Pour moi, c'était, la science, c'était des gens en blouse, et que c'était pour vraiment les tronches, quoi. Enfin, comme ma grande sœur qui, elle, a 18/20, très facilement. Alors que moi, j'avais besoin de beaucoup travailler, et donc c'est ces gens-là, les gens qui ont 18-19, facilement, le premier de la classe, là, qui révise même pas, qui fait: «Oh, j'ai rien revu. Oh, bah, j'ai 17». Voilà, ça, c'est eux qui sont scientifiques et Et donc tu t'interdisais ça parce que toi, tu étais pas dans cette ouais, catégorie. ma En tout cas, sœur, elle, tu c'est ça et moi, j'étais trop moyenne. Parce que ouais. j'avais l'aura de la moyenne, la molle, quoi. Et donc du coup, quand on a la moyenne à l'école, on fait quoi? On a envie de faire quoi? On À l'école, plus heu, tard, je veux dire. plus tard, ben, rien. Enfin, je visualisais rien du tout. Je savais pas de quoi j'étais capable. On était sur un gros manque de confiance en soi, hein et 0 discussion. On parlait pas beaucoup donc Avec les profs, tu veux dire? avec les profs, avec, mes parents même, quand on me demandait ce que je voulais faire, je savais pas. Enfin, j'avais peur que si je donne un choix, après je me retrouve toute seule et que, si j'échoue, ce soit de ma faute. Donc, j'osais même pas dire: «Ah, j'aimerais bien être, véto». Si je me trompe et si je pensais que j'avais qu'une chance, et que si je la foirais, je me retrouvais au chômage, quoi. Enfin, ouais, il y avait beaucoup de peur et donc, Mais il y a un truc qui fait le plus peur au monde, c'est de c'est être commencer une artiste. bah oui, Mais pas du tout. Oui, oui, bah, là, il y a un moment ouais, il y a un truc bizarre, hein. Mais c'est comme les timides qui sont comédiens ou qui sont ouais. acteurs et qui font: «Ah, je suis terriblement timide, mais tu es à poil dans cette scène». Et ben, c'est un peu ça, je pense. Il y a un côté, un peu à la fin du lycée en mode, YOLO, bah, si c'est comme ça, allez, quitte à foirer sa vie, autant y Autant aller en faire beauté. exprès. Non, mais un truc comme ça où vous sentez que tout ce qu'on vous présente est tellement, vous voyez tellement pas l'intérêt
que autant faire, un truc que vous savez faire, que vous aimez bien faire depuis l'enfance et advienne que pourra parce que au point où vous en êtes non mais là, sinon j'en étais au stade où, de désespoir tel que ma mère, elle me disait: «Bon, à l'ONICEP, on dit que logisticien, ça embauche, donc tu peux faire ça, c'est un BTS, c'est pas p trop compliqué pour ta tête», donc enfin, c'est comme ça que j'ai compris. Sympa. Ouais, donc ouais, il y a des fois, c'était un peu, donc j'étais partie presque pour, faire logisticienne et je me suis dit: «Je ne sais même pas ce que c'est, ce que fait un logisticien» et j'ai eu peur et je me suis dit: «Non mais bah, quitte à foirer ma vie, autant que j'essaye, de le faire en faisant un truc que j'aime bien». Ouais. Ah non, on est sur du une fin de lycée un peu compliquée, pas très Donc fin de lycée et tu choisis, comme l'art. tu l'expliques, d'aller dans une école d'art, c'est ça? Ouais. Et là, ça se passe comment? Bah, bien, enfin, non, je suis assez bonne parce que, c'est intéressant, heu et puis surtout, il faut que je le prouve, c'est-à-dire que, je l'ai voulu donc je bossais beaucoup, mais ça me paraissait un peu facile. Enfin, pas facile, mais j'étais dans mon élément donc je comprenais ce qu'on me demandait, passer 4 heures à dessiner une table, pas de problème, voilà. Tu avais plus le droit là de disséquer des grenouilles, Non. de congeler des insectes et cetera? Oh si, Tu on peut le faire un peu si, si, j'avais toujours un animal de compagnie quelque part, planqué quelque part, mais je le disséquais pas, mais si, il y a eu toujours un truc avec les animaux ou des trucs comme ça, mais bon, pas en faire son métier, quoi. Et à l'époque de l'école d'art, on te demande de dessiner une table, d'accord, mais on te demande pas de faire forcément de la BD, si? Non, parce que la BD, c'est pour les débiles, enfin non, c'est pas bien vu, c'est pas super bien vu et même moi, j'ai après, à mon école, la première école d'art, pour rassurer mes parents, c'était une école privée et j'ai suivi une amie, du lycée pour y aller, ça les rassurait. Mais en fait, après, j'ai passé un concours à une école d'appliqué et c'est encore pire. Moi, quand j'ai passé cette école d'appliqué qui est Estienne, que pas que bien, dans mon école, c'était c'est pas les beaux-arts ou non, c'est pas les arts déco. Les arts déco, c'est encore mieux. Donc c'est vraiment les arts graphiques, l'illustration, c'est encore pas bien vu et la BD, c'était vraiment pour, les attardés, la les ados, quoi. C'était les profs, si vous faisiez, il y en avait un, il faisait du manga dans ma classe, le mépris des profs, Très mauvaise image, le manga. ouais, 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 mais alors ça a peut-être un peu changé, mais c'est vrai que, c'est absurde parce que le manga, c'est très large. C'est comme dire, ce que je dis souvent, c'est comme dire: «Le cinéma, c'est violent». C'est pas vrai, il y a de tout. Il y a de la poésie, il y a pour enfants, il y a pour adultes, il y a je peux vous citer des mangas d'une poésie, Taniguchi, il fait des BD, c'est un homme qui se promène, quoi. C'est et puis je peux vous citer des trucs très violents et des trucs très rigolos, Peut-être qu'en France, on a aussi une culture, ou en tout cas une vision du manga, qui est celle qu'on reçoit. oui, puis on a eu, aussi l'après, Club Dorothée, où c'est vrai Ouais, qu'il y avait Ken le Survivant quand même. Il y avait de ouais. la baston et puis Ken le Survivant, ça y allait franco, quoi. Après mon frère, il nous il nous taclait en 5 points, il disait: «Ça y est, tu es morte». Et c'est vrai qu'il y avait on n'avait pas le meilleur. Même, quand on jouait au volleyball, c'était violent, quoi. Oui, oui, bah, ouais, ça c'est l'école, faut se battre et cetera. Mais c'est drôle parce que vous avez des trucs très rigolos, très poétiques, mais c'est Mmh. peut-être pas ce qu'on montrait aux enfants. Et donc du coup, tu perds l'envie de faire des BD à ce moment-là? Tu te dis: «C'est pas sérieux». Alors en fait, à cette époque-là, en plus, comme je suis une femme, je me suis dit: «Il faut que je fasse de la jeunesse». Bah, parce que, Parce que c'est les femmes qui font des trucs pour les jeunes? non, pas forcément, mais en gros, c'est une dévalorisation de la jeunesse. On se dévalorise un peu trop la littérature jeunesse et qu'on pense que comme c'est pour les enfants, c'est facile. Or, par exemple, en Angleterre, c'est l'inverse. C'est des fois des universitaires qui font des livres pour enfants parce que c'est sérieux. Mais peut-être que je me disais que ce serait plus facile, mais parce que ce serait une porte d'entrée plus facile, mais en vérité, moi, je sais pas bien m'adresser aux enfants. Je suis trop violente, quoi. Je pense que mais c'est vrai que pour le coup, c'était pas si bête parce que il y a beaucoup de littérature, beaucoup de magazines jeunesse qui font beaucoup de turnover avec, des illustrateurs et c'est par là qu'on peut commencer à se faire connaître, faire du dessin de presse, Ouais. en jeunesse. Donc on faisait beaucoup ça. Mais la BD, non, c'était un impensé, c'est que c'était pas bien, c'est comme, je sais pas, c'est peut-être, c'était pas très valorisé puis maintenant il y a des écoles de BD mais on le faisait surtout en autodidacte. Et tu as quand même commencé donc à faire ton blog, qui était un blog de vulgarisation scientifique, c'est ça, Ouais, ouais, on peut le décrire c'est comme ça? en fait, j'ai créé un blog pour que ce soit un peu une zone,
une zone de récré, une bulle à moi, Mmh. où j'ai le droit de le faire. Je pense que j'aurais pas osé le présenter comme ça à un éditeur. C'est grossier, c'est sanglant, c'est irrévérencieux. Des fois, je testais des trucs, mais même, graphiquement où c'est pas très super propre. Enfin, c'est fait à l'arrache sur du papier machine, c'est pas très jojo et donc je pense que c'est une bulle, de un peu où je me défoulais à côté de la jeunesse où vous devez pas faire n'importe quoi et à côté, j'y allais, franco et j'utilisais ce que je lisais en sciences dans les magazines de sciences et cetera, puisque je continuais à lire, des revues scientifiques ou des livres, enfin juste des sujets qui m'intéressaient. Je pouvais me faire, allez, heu, développement, de l'œuf de la grenouille. Je l'ai fait. Tu l'as fait Ouais, et les basiques ça s'appelle «Tu mourras moins bête», mmh, comme on l'a dit, mais tu mourras quand quand même. même. Ça veut dire que tu mets là aussi les pieds dans le plat, même avec le titre du blog. On comprend tout de suite, Ouais, heu, ça, c'est mon optimisme, ouais, oui, mais alors c'est marrant parce que c'est le souvenir que j'ai qu'on me disait: «Tu mourras moins bête», mais il y en a qui disent: «Tu te coucheras moins bête». ouais. Alors je sais pas, peut-être que c'est ce qu'on disait, dans l'est de la France, Non, je où connais ils ont ça aussi. des expressions différentes. Mais ouais, ça, c'est mon cynisme, permanent. Bah, on mourra tous, et en science, il y a un truc qui nous rappelle constamment qu'on est vivant, et que évidemment c'est ce qui nous attend, qu'on est biologique et cetera. Je suis un peu obsédée par ça, Mmh. qu'on est de la biolo et que faut gérer ça. Et donc c'est par ce blog qu'on en vient à la genèse du projet Dans la combi de Thomas Pesquet. Un peu, ouais. Et tu sais qu'il y a beaucoup d'invités qui Mmh. citent C'est drôle. ton ouvrage comme leur livre spatial préféré. Je leur demande à chaque fois. Et les invités disent: «Ah, la BD de Marion Montaigne dans la combi de Thomas Pesquet». C'est marrant. Qu'est-ce que ça t'inspire? Bah, ça me touche, mais parce qu'en plus, ça veut dire qu'elle a fait son petit bonhomme de chemin, mais en plus, comme tu as un peu assisté à sa fabrication. Oui, bah Moi, oui. j'avais peur que les gens du spatial trouvent ça, que je les maltraite, en fait, un peu. Parce qu'en fait, je débarquais dans un milieu très, bah, différent du mien, j'écoutais encore Laura, qui parlait de son travail et Laura, je l'ai vue entraîner, Thomas sur une expérience et je me doutais pas que là, j'ai encore hier, je me suis dit: «Oh là là, je devais avoir l'air», je me vois un peu comme un labrador débarquer, dans le milieu spatial à faire: «Bon alors, vous faites quoi? Ha ha, ça c'est rigolo, je vais faire un gag», alors que il y a tout un protocole point par point et donc ça me touche qu'il y ait quand même cette sympathie de ce milieu qui a compris la démarche qui était de montrer leur travail, mais pas tant pour eux, mais plus pour l'extérieur, des gens qui connaissent pas. Le but, c'était de faire un livre vraiment pour les gens qui connaissent pas du tout le spatial, qui savent même pas, que ça intéresse pas ou qui se disent: «C'est Mais même je m'en pour eux, fous». si je peux me Ah! permettre, c'est pas juste un documentaire, c'est drôle. Bah Donc les gens du spatial, les gens du milieu ont le droit de trouver ça juste très drôle. des fois, je relis, je fais: «Oh putain, comment tu as représenté machin?» Ça me touche parce que c'est 2 univers, qui sont pas destinés beaucoup à se rencontrer La et BD et le spatial bah, oui, ou ou l'artistique ou mais moi, j'aime bien quand on efface un peu ces frontières parce que moi, j'en ai souffert de cette frontière, tu es dessinatrice, donc tu es pas scientifique. Peut-être qu'il y ouais. a des chercheurs que j'ai rencontrés qui font beaucoup de musique, qui font beaucoup de sport. Enfin, les frontières sont plus floues que ça. J'ai souffert un peu des stéréotypes qu'on donne, «Tu es une femme, tu vas faire, du livre pour enfants, tu es de» et moi, j'aime bien un peu flouter les 2, bah, c'est pas parce que vous êtes astronaute que vous avez pas d'humour ou que vous avez Ouais. pas de recul sur vous. C'est moi, je suis dessinatrice, mais je peux essayer de comprendre ce que fait quelqu'un qui a un bac plus 8. Donc j'aime bien quand ça s'échange comme ça, donc ça Je suis d'accord. Il y a, à mon sens, des ponts entre mmh, le monde artistique et le spatial, tout simplement parce que, finalement, le spatial, ou l'espace de manière générale, a quelque chose d'un bien culturel, ouais. quelque part. Et quand tu as quelque chose d'un bien culturel, tu es forcément lié à d'autres domaines Mmh mh. de la culture. Et ces ponts, ils sont peut-être pas toujours visibles, ils sont peut-être aussi bloqués Mmh mh. par, certaines personnes, certains mouvements, mais je pense ça vaut toujours le coup de les rendre visibles, en tout cas. Après c'est un point de vue un peu, qui est le mien. Je c'est un point de vue qui je me suis beaucoup posé la question de mon point de vue en faisant cette BD-là. Quel regard j'ai sur cet univers? Est-ce que je rigole sur des choses, qui sont très sérieuses? Je me suis posé mais
plein de questions en se serrant vraiment les fesses, en espérant que que je donne pas trop une image, mais je sais pas, ne serait-ce dilettante, alors que c'est hyper sérieux d'envoyer, c'est des gens qui risquent leur vie quand même. Donc des fois, je me moque un peu de Thomas en faisant je le taquinais parce que tout le monde dit que c'est un super-héros, donc on va un peu égratigner ça. Et d'un autre côté, des fois, j'étais comme ça, j'étais: «Ah, tu gonflé toi, tu arrives même pas à faire un créneau avec ta Twingo quoi, que tu vas te moquer de pilotes qui sont juste en». C'est marrant, c'est en fait, c'est aussi un regard, il faudrait envoyer plusieurs chercheurs, plusieurs dessinateurs vous voir, avoir des points de vue différents. Ce serait vraiment intéressant, Bah, ouais. Et donc on a parlé de la genèse du projet où Thomas t'écrit un commentaire sur ton blog. C'est comme ça que finalement, 10 mois après, on rentre en contact, enfin tu Mmh. rencontres en contact avec Thomas et puis se met en place, comment on appellerait ça? Un accompagnement un petit peu? De qui accompagne quoi? C'est-à-dire qu'à partir de Oui. là, en gros, nous, on a décidé Mmh, de t'ouvrir les portes. mmh, Thomas, à l'époque, mmh. m'en parle. Lui, il était super, enthousiaste à l'idée de faire quelque chose avec toi. Je pense qu'il adorait ton travail et nous, on a dit: «OK, bah, écoute, on va faire ce qu'il faut». Donc on a commencé à t'ouvrir les portes Mmh. et ensuite le processus est un peu plus, mystérieux pour moi parce qu'on voulait laisser beaucoup de liberté aussi. Le but du jeu, c'était pas de faire un produit, qui soit corporate, Mmh. c'était de permettre l'émergence de quelque chose. Donc comment ça se passe à ce moment-là concrètement pour toi? Alors là, il y a Thomas fin 2015 qui me dit: «Si tu veux en savoir plus, en fait, il faudrait que tu ailles à Cologne». Mmh. Et Cologne, Thalys, facile. Ouais. Donc en février, je suis venue et c'est vrai que, moi, il a fallu que je prenne plein de trucs en chemin en route. Déjà que je comprenne la différence, ESA, le CNES, pourquoi il est, à Cologne, qu'est-ce qu'il fait là? Tout je reprends tout, en cours de route et c'est vrai que, je rencontre surtout des Français, à l'ESA À parce que je Cologne, à Cologne, au oui, centre oui. européen des astronautes, donc Et c'est là où je j'ai travaillais à ouais, l'époque. voilà, dont toi, je me souviens, vous étiez, en train de regarder Team Peak, en direct à l'ISS Ouais, Tim Peake, et l'astronaute britannique était dans britannique l'espace, à ce moment-là. et je me souviens, vous étiez en train de discuter de ça, donc moi j'assiste à tout ça, il faut que je reprenne tout en route et non, très vite, j'ai vu, je me suis dit: «Mais tout ce que je vois là, mais le grand public, on se rend pas compte, on s'imagine qu'un astronaute, ça fait que des trucs, fun, rapide, dans des avions, à 100 000 à l'heure, alors il a son bureau, il a son bureau en face d'un autre astronaute, il tape des mails, ensuite il a un cours, ensuite il a du sport. On dirait un peu au lycée et tout. Ensuite il change de salle et cetera et je me disais: «Non, mais il faut raconter ça», et petit à petit, je lui dis: «Mais comment on fait? Est-ce qu'il faut que je fasse relire et cetera?» Il fait: «Bah, allez». Et c'est vrai qu'il a eu un côté: «Fais tes trucs, je m'occupe de l'interface avec, l'ESA», mais il a vite compris que, je pense qu'il voulait que je garde le ton, que je m'interdise pas en me disant: «Bon, c'est un truc institutionnel, il faut pas que je dise de gros mots», tu vois ce que C'est ça. alors qu'il y en a. Hem Et donc, là, j'ai une sorte de protection à ce niveau-là, mais de la part de un peu de tous les Français. Après, je pouvais aller voir, Laura quand je pouvais pas. Laura André Boyer qui André était Boyer, ouais. bah, super gentil parce que quand je pouvais pas suivre, Thomas, il me consacrait par exemple 2 heures. C'était vraiment cool quoi dans son bureau. Je me souviens, il prenait une capsule, Nespresso. Il fait: «Alors ça, c'est c'est le Soyouz». Ensuite, vraiment, il prenait une orange: «Ça, c'est la Terre. On va faire ça» et je fais: «Mais c'est c'est incroyable j'ai la chance d'avoir un cours» et il me raconte plein de trucs. «Bon, si on rate, on refait un tour, puis on». Et je note plein de trucs et après il fait: «Bon, bah, j'ai kiné, je vais être en slip, donc tu vas voir Laura». Et moi après j'étais dans le bureau de Laura qui me prenait, elle est trop gentille, j'avais l'impression d'être sa pauvre stagiaire de troisième. Je revisais mes notes et tout le monde a été super sympa, mais j'avais l'impression de voir, d'être chouchoutée, et de mais que tout un univers de l'ESA, je connaissais pas parce qu'il y avait des Allemands, des Anglais, il y avait plein de monde. Donc j'étais face à la fois des humains super, accessibles, tout en voyant qu'il y avait derrière une grosse machine quand même, l'Agence spatiale européenne et après ce qui est drôle, c'est que ça a rajouté une couche parce que Thomas, il fait: «Bon, tu as rien vu à Cologne, faut que tu ailles à Houston». Je fais: «Oh putain». Donc là, ça devenait de plus en plus grand, c'est vraiment c'est beaucoup de monde qui travaille autour de lui, il fallait expliquer tout ça, toute cette machinerie qui est importante. Et donc tu as fait le voyage à Houston, tu as fait le voyage aussi À à la Baïkonour. Cité des Étoiles, Ouais, à à côté de c'était Moscou ouais, et même à Baïkonour ouais.
mais l'étape où il était remplaçant. Donc 6 mois avant son 6 mois décollage. avant. Parce qu'à Moscou, j'ai fait une phlébite, donc après, j'ai pas pu aller à son décollage à lui. Je préférais pas trop prendre l'avion, donc j'ai raté son décollage. Et à vrai dire, frileuse comme je suis, je crois que j'aurais été à -40 dehors. Je crois qu'il Oui, faisait très froid. il faisait très Mais, froid, ouais. Pas mais j'ai, -40, mais il faisait bien -20, ouais. ouais, j'ai pas pu, mais c'était bien. Je l'avais vu le décollage d'avant, donc j'avais vu tout le processus en plein été et avec Thomas en remplaçant, donc encore plus Disponible. disponible à 3 mètres parce qu'il restait encore Ouais, en en quarantaine. quarantaine. Mmh. Mais ouais, on pouvait quand même lui poser des questions en criant un peu. Et donc tu as rencontré non seulement Thomas, mais aussi l'équipage. Ouais. Tu dis, il y a beaucoup de gens autour de lui, mais en réalité, c'est une équipe. Ah mais je sais pas combien vous êtes derrière les astronautes en tout. C'est un peu difficile à quantifier parce qu'on ne C'est s'occupe pas que Oui. d'une personne 24 heures sur 24, bien sûr, ou 100 du temps. Mais oui, c'est un travail d'équipe. Non, mais c'était intéressant aussi de voir, oui, j'ai vu Oleg, alors j'ai pas beaucoup, parlé avec Oleg. Peggy, elle m'impressionnait trop. Peggy Oui, Whitson, Peggy Wilson, qui a le surnom Space Ninja. voilà. Je sais pas lui poser des questions. En plus, j'avais pas confiance en mon anglais, percutant. Mais D'accord. j'observais beaucoup, je regardais beaucoup, comme je me greffais à une équipe de tournage, l'équipe de Pierre-Emmanuel, Le Goff, qui a fait, le film «16 levées de soleil», oui, c'est ça? 16 levées de soleil, ouais. Soleil, ouais, voilà. J'ai eu un doute, et moi je me suis greffée à leur équipe et ils ont été cool, hein, parce que je me faisais la plus petite possible. Ils avaient plein de matos et moi je me faisais mais vraiment, je les aidais à porter du matos, mais j'observais beaucoup, les questions qu'ils posaient, comment répondaient les astronautes. J'ai essayé de voir, ouais, des fois on essayait de faire même les questions ensemble, dans la chambre d'hôtel et cetera, mais Et tu te servais de tout ça, justement, pour prendre des notes, pour ensuite, ouais. le soir, faire des planches, faire des Alors dessins? je faisais pas beaucoup de planches le soir, je prenais beaucoup de notes en fait parce que je me disais: «Tout ce que je vois là, finalement sur internet, je peux retrouver de la doc». Mmh. Je me mettais des petits trucs plus dans les détails, par exemple, je me souviens à la NASA, il y avait des gens, ils avaient des mugs pas possibles. C'était écrit, plein de petits détails, mais de déco, parce qu'on s'imagine que la NASA, par exemple, moi je me dis: «C'est high-tech, c'est génial», mais des fois c'était un peu bricolé. Il y avait des posters d'Armageddon ou je sais pas, ou de Space Cowboy là, et je me disais, et ça me faisait bizarre parce que je me disais: «Mais comment la NASA voit ces films-là?» Donc je notais plein de petits détails surtout. Ou comment ils se parlaient, entre astronautes, parce que je me suis dit: «Je vais devoir les mettre en scène moi là-haut». Ouais. Donc est-ce que Thomas il parle à Peggy comme, une figure, après je suppose que c'était idiot puisque après ils se parlent ils se parlent pas pareil, ils se tapent dans le dos, mais j'essayais de voir s'ils se faisaient des blagues ou, Ouais. et Oleg il avait l'air super cool, non, j'essayais de ouais, beaucoup des petits détails débiles, les pas débiles, mais les patchs, le prof de Soyouz, par exemple, il avait un mulet, il avait l'air cool, tout ça, tous ces trucs-là. Donc L'instructeur russe, ouais, donc de la capsule Soyouz, tu dis, il avait un style un peu, il avait un mulet, une coupe oui, mulet, je crois, mais ironique? non, Une je vraie crois, coupe ouais, ouais, mulet? ouais, ouais, mais à l'époque, mais je me souviens que À l'époque, Thomas c'est l'aimait en beaucoup, enfin l'aimait bien, il disait, il le trouvait cool et il était très musclé. Non, je notais plein de trucs, non, mais pour les représenter, je leur posais des questions, mais ils parlent pas toujours très bien, anglais. Ouais, J'avais posé des questions aux couturières. Alors c'est intéressant à Moscou. On était là quand il a réessayé tout son équipement. Donc il est dans oui. une pièce un peu étrange, un peu avec les responsables. Je sais pas si c'est vraiment les couturières, mais les responsables de la combi qui sont là. Ils retestent sa combinaison Soyouz et ils la pressurisent. Et là, il y a des petites dames qui regardent, qui attendent le résultat pour savoir s'il faut et j'avais parlé à l'une d'elles et je me souviens alors, dans un anglais un peu, compliqué, mais c'est là que j'ai compris vraiment la fierté, de ce qu'elle faisait. Elle m'explique les tableaux au mur, mais en version, plutôt langue soviétique, enfin russe. C'est marrant, Ouais. aux États-Unis, c'était «Yes, America» et là, c'était un autre angle, plus, patriote. C'était marrant de voir, les gens qui travaillent autour, mais j'ai pas pu tout raconter là, c'est sans fin. Tu as déjà fait 200 pages? Tu Mais étais encore parti pour aujourd'hui, 200 pages au début? pas du tout. Non, je crois que mon contrat, je l'ai négocié pour 110 pages, donc j'ai fait le double, mais c'est pas grave, je suis retombée sur mes pieds, mais
Mais non, non, en plus, je savais pas du tout parce que Thomas m'avait dit: «Attention, hein, je l'imite bien, Ouais, «Attention, hem, vas-y. heu, Vas-y, imitation de Thomas Pesquet dans 3, 2, 1. oh!» Non, alors non, il m'avait dit une mission, ça s'arrête pas quand je reviens sur terre, ça continue encore Mmh. après. Ouais. Donc il m'avait dit: «Ce serait bien que tu reviennes, en juin quand j'ai atterri pour revoir et tout». Et là, j'avais pas non plus, pensé que c'était en fait, c'est une période hyper compliquée. Ils sont crevés. Tout d'un coup, il y a aussi la notoriété. Alors je pense que vous aviez 600 journalistes à gérer ou je sais pas, toutes les interviews, Beaucoup, beaucoup. beaucoup. Il y a tous les chercheurs, médecins qui veulent, les étudier. En plus, il y a la famille qui, je suppose, dit: «Quand est-ce que tu viens boire un coup?» Et en plus, une autrice de BD qui vient en disant: «Alors?» voilà la couverture. Donc j'avais le rendu en septembre. J'avais pas fini la fin, la conclusion. J'avais une dizaine de pages, tout en mettant au propre encore le milieu. J'étais sur 3 niveaux en même temps avec un rendu, 2 mois plus 2 tard. mois plus tard, oui, c'est ça, il y avait 2 mois plus l'été et tard. puis, Mmh. J'ai pour une sortie en novembre Ouais, 2017. mais il faut le rendre au moins, en septembre, faut tout relire, Je crois que je l'ai relu en vacances. J'étais dans mon lit à relire en faisant, Et en donc, relisant des PDF. justement, la relecture, au niveau de la validation, ça se passe comment? Parce que moi, je me souviens que, comme tu l'as très bien dit, Est-ce que on voulait te laisser vraiment libre de faire ton œuvre. Ça, c'est la première chose. Ouais. Ensuite, je me souviens d'un passage où j'étais avec Thomas à Moscou Ah bon? Ah, et où je lui demande des nouvelles et il me dit: «Bah là, elle vient de m'envoyer, 7 pages. C'est 7 pages sur le caca dans l'espace». C'est ah possible bon? ou Je pas? l'avais envoyé? Ah bon? Je sais pas À si c Moscou? Mais il était où? Il était revenu? Non, il était pas encore parti? non, il était pas encore parti. Ça, c'était pendant OK, j'en l'entraînement. étais où? Mais OK. c'est comme ça que ça se passait? Tu lui envoyais des planches? Oui. Oui, oui, oui. Oui, Alors je sais pas si tout c'est à fait. vraiment 7 pages, mais Alors oui. Alors c'est drôle, si. Si, alors je faisais en même temps les voyages, je devais commencer à faire des brouillons. Le tout premier brouillon, je me souviens, je lui ai montré avant d'aller à à Houston. Et je savais pas du tout comment commencer et j'étais très mal à l'aise à mettre à la première personne à sa place lui. ouais. Et j'étais allée je lui avais montré brouillon et après j'avais envie de mettre en boule sous la table. Il a juste tourné comme ça. Il a dit: «C'est moi le cop» je l'avais dessiné en copilote dans un avion et je fais: «Oui». Il fait: «Faut que je le dise, ça va m'empêcher de dormir» et je fais: «Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait?» J'étais déjà en train de vomir à l'intérieur de peur et il me dit: «En fait, le copilote, il est à droite, pas à gauche». Je fais: «C'est tout?» Il fait: «Oui». Et en fait, après, j'ai tout remanié et après ce rendez-vous, j'étais rassurée. En fait, il avait pas de problème avec le fait qu'il soit à la première personne. Je pense qu'il avait vu que je partais sur un long cours. C'est vraiment, une intro avec une mi ça c'était pas juste une petite note de blog, donc il était OK là-dessus et en plus, il m'avait rajouté des anecdotes en mode, on fait des fois les cons entre nous. Donc il était en mode: «Tu peux y aller, vraiment, n'aie pas peur». Donc après j'étais un peu repartie rassurée et oui, après j'ai commencé vraiment à mettre en scène et oui, peut-être qu'il a reçu, en fait, oui, des brouillons là-dessus et je me souviens avant son décollage, peut-être en octobre 2016, je l'ai revu à une brasserie avec, Anne, sa compagne et je lui ai remontré des brouillons et en fait, je raconte qui est Peggy et qu'elle a eu une entrée, et qu'ils sont rentrés dans l'atmosphère, à une mission précédente, Ouais. un peu de manière, c'était chaud, enfin, Balistique, ce qu'on appelle balistique. balistique. C'est-à-dire qu'on rentre dans l'atmosphère de manière très rapide On se prend et surtout on atterrit à un endroit qui est pas prévu au qui est départ. pas prévu, ils se prennent 10 G, enfin, je pense on a un peu les jetons et donc j'essaye de le représenter ça avec la capsule qui tourne dans tous les sens. J'avais lu des trucs, hein, donc et il regarde, il fait: «Mmh». Et après je me suis dit: «Il décolle dans un mois, je suis vraiment dégueulasse de lui faire relire le passage, où ça se passe pas bien» et je me suis dit: je me suis rendu compte après que c'était peut-être un peu stressant, ou vache. Mais il a été cool et il m'a encore rajouté des anecdotes en disant: «Mais vas-y, hein, tu peux te foutre de notre,
En fait, j'arrivais pas à vraiment aller à fond, donc j'ai repassé plusieurs couches, où il me racontait: «Tu peux y aller, quoi» et donc je fais: «OK», il y a eu plusieurs passes comme ça. Mais oui, il y a peut-être un passage, bah, oui, fallait y passer. Sur les toilettes, fallait y passer parce que tout le monde leur pose la question. Peut-être pas cette page par contre. Ah oui, je vois laquelle c'est. D'accord. Ah bon, il Non, a 7 pages, je veux dire. ah 7! 7. On en a Il m'a dit retiré. Il y en oui, avait voilà. plus. Oui. Ah, tu comme mon Une page, éditrice. Tu c'est pourrais être bien. éditeur parce que mon éditrice a pris son feutre rouge, elle fait: «Bon allez, ça suffit, on a compris là». Papa. Voilà, c'est ça. Mais tu parles des blagues et c'est vrai, d'ailleurs, c'est pas vraiment un secret. Chaque classe d'astronautes à l'ESA a un nom. Ouais. Et cette classe-là, donc la classe de Thomas, mais il y a donc Tim Peake qu'on a évoqué tout à Mmh. l'heure, Alexander Gerst, Samantha Cristoforetti, Andreas Mogensen, Luca Parmitano, pour Mmh. tous les citer. Eux ont décidé de se nommer les Shenanigans, Mmh. qui veut dire en anglais des blagues, des vannes, mais des blagues plus pratiques, des vacheries qu'on se fait Ouais, ouais. les uns aux autres. Donc, c'est public, ça. On le sait que c'est une bande ils ont Ouais. de l'humour, en tout cas. Oui, oui, mais je pense que j'avais encore, du respect. T'étais pleine de révérence. C'est ça. Oui, oui, puis je voulais pas que ouais, ouais, non, mais en plus, fallait que j'apprenne à connaître parce que, je cernais quand même qu'il y avait de l'humour. On pouvait y aller, hein, mais en même temps, je me disais, c'est pas ce que voient les gens, en fait. Des fois, même après, il y a encore des gens qui me demandent, «Il dit des gros mots, Thomas Pesquet?» Je fais: Jamais. «Bah bah, c'est un bah». Donc il y a aussi cette image un peu surprenante. Moi-même, j'étais un peu surprise en me disant: «Il a vraiment dit ça? Ah ouais? Ouais». Mais moi, des fois, je pense que j'étais tellement un peu intimidée, parce que je pense que j'étais intimidée quand même, parce que j'ai quand même, malgré ce qu'on voit, un peu de respect. Une fois, je crois qu'il m'a fait une blague, mais on m'en faisait plein en plus. Je sais pas si je peux le dire. En fait, je lui pose une question, je sais plus, et il me répond un faux mail, failure, mail failure machin là. Je fais: «Ah, c'est bizarre, mon mail est pas passé» et en dessous, c'est écrit: «Désolé, Thomas Pesquet est trop occupé à se la péter à faire, de la centrifugeuse à Moscou, il vous répondra quand il aura le temps» et pendant 2-3 minutes, je me suis dit: «Il se fout de moi?» Il a fallu que je fasse lire à mon mari et il fait: «Bah oui, c'est vous de toi, c'est complètement con». Et lui, il était mort de rire. Je fais: «Ah ouais?» Waouh! Et en fait, j'avais du mal à me dire: «Mais c'est marrant, ah ouais, il me fait des blagues. Ah ouais, on a le droit?» Mais tellement c'est sérieux, enfin le spatial et tout, c'est attends, mais c'est des gens, ils pilotent, ils font des trucs hyper mais j'ai plein de trucs hyper drôles comme ça où à un moment je fais: «Ah bon? Ah si, j'ai le droit de» mais je suis con, enfin mais Bah oui, c'est entre l'image, des fois je collais pas, je fais: «Ah mais c'est pas si compliqué à comprendre finalement. mais non». Pour toi, en plus, qui est baigne dans l'humour, qui Bah ouais, produit de l'humour, de dire que quand on a un métier à une forte pression, avec ouais. même du danger, il faut s'adapter en permanence à d'autres personnes, à d'autres cultures, que de temps en temps, il y a besoin Mais de bien sûr, mais c'est ce que j'ai se essayé de faire des blagues. montrer, mais je savais plus pas jusqu'où parce que moi j'avais ça, j'avais des mails complètement n'importe quoi et après j'avais, monsieur à la télé, monsieur Pesquet qui répond super bien super, avec toutes les mamies qui font: «Oh, il est bien, hein». Moi j'avais à côté des grosses vannes. Je fais: «Mais c'est lequel que je dois montrer?» Je peux mais c'était drôle, ouais. Je me suis bien marrée quand même, Tu j'ai t'es quand bien même marré ouais, pendant le ouais, j'ai beaucoup stressé parce que j'ai vu que ça prenait de l'ampleur. Après je fais: «Ah ouais», même l'éditeur il fait: «Mais c'est qui, oui, parce qu'en Merlin?» 2015, Thomas est pas Non, extrêmement connu. non, non, Même enfin moi, je me rappelle pour avoir, baigné là-dedans, dans ma famille, on me disait: «Mais tu sais, les astronautes, Jules, tout le monde s'en fout aujourd'hui, mais je non, vois même pas. pas». Mais comme j'avais fait la mission de Luca Parmitano, celle d'Alexander Gerst, en Allemagne, je vivais en Mmh, Allemagne à l'époque, j'avais vu la puissance, le mmh, potentiel qu'il y avait et je leur disais: moi je pense que s'il mmh. y a un Français qui part, Thomas Pesquet en plus, il y a une certaine forme de charisme qui peut faire la différence». Mais c'est vrai qu'en 2015, quand tu commences, c'est un astronaute, c'est tout. Ouais, c'est tout, c'est déjà moi astronaute, ça c'est pas rien, enfin je Oui, veux dire, mais c'est marrant. il est pas pour le grand public Non, ce que c'est devenu ensuite.
Non, mais même, bah, j'ai eu la chance de faire un vol 0G et il y a eu un moment où je me suis retrouvée face à monsieur Clairvoy Oui, et moi j'ai vu monsieur Clairvoy. Jean-François Jean-François, Clairvoy, oh qui est Jean-François, bon, Jean-François un astronaute bien, bien connu de l'Agence et spatiale je ne européenne. comprenais pas que les gens fassent: «Ah ouais?» enfin, même si vous connaissez pas, ça mais astronaute, mince, attends. Pour moi, c'était celui qui avait réparé, Hubble Ouais. et c'est là que je me suis dit: «Bah, peut-être que tu t'es vraiment documenté, enfin, tu t'es intéressé à ce métier-là», alors que enfin, je comprenais pas que les gens, ils soient pas épatés par ces gens qui vont dans l'espace et qui sont dans des lieux clos, hyper dangereux. Et tu pensais que tu avais un biais, du coup, à l'époque? Que toi, ça Ben, en t'intéressait, fait, mais j'étais surprise que le fait que je dise: «J'ai rencontré un astronaute», il y en a, ça pour moi, c'est comme si on disait un peu: «J'ai dîné avec, je sais pas, une quelqu'un de politique». Enfin, moi, ça me fait pas rêver les politiques, mais je sais pas, une sorte de c'est quelqu'un d'important, donc tu t'es dit: «J'ai peut-être un biais, je trouve ça super intéressant» et en fait, tout le monde s'en fiche. Ah non, moi, je me suis dit: «C'est intéressant, je vais juste vous montrer que c'est intéressant». Enfin, OK, je ne comprends pas que vous pouvez pas OK. trouver ça intéressant. Donc j'ai dit à mon éditrice: C'est super intéressant». Au début, oui, il y avait un côté, bon, bah, on sait pas qui Mario Montaigne est allé nous chercher encore, un ch un obscur bonhomme. Et Plus, il moi, je fallait ne aller à comprenais Houston, il fallait payer des voyages et ah tout. oui, oui, bah, j'ai avancé mes billets et tout en disant: «Ah, mais si, ça va être super». Non, ils commençaient à comprendre parce que là, on en parlait de la mission et tout. Ouais. Mais c'est vrai que ça prenait de l'ampleur et je pense qu'on s'est auto-effrayés nous-mêmes. Enfin, elle en est à 200 pages. Mais moi, j'étais très intimidée. Plus devenait connu, plus je fais: «Ouh là, si je fais de la bouse, ça va pas passer inaperçu». Là, j'avais super peur qu'on dise que j'ai profité de la situation, qu'on ait dit: «Ah bah, tu l'as suivi parce qu'il est connu», et alors que je me disais: «Bah non, je l'ai suivi parce que c'est intéressant, ce qu'il fait», et j'avais super peur qu'on pense que, Tu ouais, pensais qu'on je allait te sois profiter. taxer d'opportunisme Ouais, une fois d'opportunisme. que le boulot était Ouais, fait, quoi, c'est ça? ouais. Moi, je me souviens de l'époque où, non, on voyait pas du tout, qui était ce monsieur, ce monsieur. Dans ma famille, je fais: «C'est machin». Ou moi-même, je dois de googliser, où je fais: «Bon, il a pas une trop mauvaise tête, il a l'air sympa». Je me souviens de tout ça et donc c'est marrant. Et de ce milieu du spatial, justement, au-delà de la personne de Thomas Pesquet, c'est un milieu que tu as découvert, tu en parlais tout à Oui, l'heure, oui. Laura André Boyer qui était Ouais. invitée aussi, du podcast, d'autres personnes, les gens à Houston, les instructeurs du Soyouz. C'est un monde, un univers, une communauté, que tu as réussi à vraiment découvrir, tu as eu accès aussi, tu dirais? Ben, j'avais surtout accès, moi j'ai jamais eu l'impression d'avoir tout compris parce que, déjà je me greffais, à certains moments de la mission. Ouais. Ensuite, Thomas, il y avait son point de vue. J'essayais aussi de comprendre comment ça marchait. Moi, ce que j'ai surtout compris, je me disais: «Ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de monde derrière, qui travaille à l'aider, qui a beaucoup que c'est scientifique». Parce que souvent on dit: «Mais qu'est-ce qu'ils vont faire là-haut?» Enfin, ouais, Ouais. il y avait plein de questions quand je parlais, je vais suivre Thomas Pesquet, c'est: «À quoi ça sert? Où ça va?» Il y en a qui disent: «Où est la station autour de la Lune?» Je fais: «Ah ouais, je vais devoir expliquer ça». «Il part dans une navette?» «Non, il part», je notais toutes les questions qu'on me posait. On parle beaucoup d'Elon Musk et cetera, mais finalement, il y a beaucoup de choses fondamentales qui ont été faites par, le bien public, et cetera. Je voulais rappeler un peu ça, qu'il y a des recherches qui sont faites dans la station, qui vont être, publiées pour un bien, commun, qui vont être réutilisées et cetera. C'est Ouais. important Mmh. et après, c'est dur d'expliquer au grand public. Peut-être qu'il y aura une application, peut-être dans votre vie ou pas, mais c'est la Ça, c'est le recherche, c'est long. problème de la recherche fondamentale, de Ouais, manière générale. et je me disais, aussi, parce que je pense que j'ai écouté quasiment toutes les interviews de Thomas. Je me disais: «Waouh, alors radio, il est à la radio, il a à peine top chrono. Alors qu'est-ce que vous faites dans la station?» Hop, et je sais comment c'est à la radio, c'est, vous avez 30 secondes. Aller expliquer, en 30 secondes ce que moi, quelqu'un aux 4 mots, ça a pris, les gens qui font les expériences, a pris, 1/2 heure, 3/4 d'heure à montrer à quoi un four à ionisation à un niveau, Mmh. technique, dont l'application est c'est impossible, c'est Puis, impossible. il y a quelque chose dans la recherche fondamentale. Toi, tu as beaucoup, travaillé aussi dans d'autres domaines pour vulgariser cette recherche fondamentale. On peut pas toujours justifier la recherche fondamentale avec des exemples ou avec des retombées. Il y a un moment, je Mmh. crois qu'il faut juste accepter d'investir dans de la recherche fondamentale,
sans avoir un but Si, non, précis, tout c'est simplement. plus pour savoir, pour la connaissance. Mais ce qui est grave, c'est dans le financement, en ce moment, j'ai l'impression qu'on demande aux chercheurs maintenant de chercher justement, des recherches qui seront où ils sauraient tout de suite quelle application on Mmh. fait. Or une, recherche fondamentale, c'est juste pour la connaissance. On veut savoir, je ne sais pas comment fonctionne un fluide, mais on ne sait pas encore ce que ça va donner. Peut-être que plus tard, cette recherche sera utilisée et je trouve que c'est même se tirer une balle dans le pied parce que, c'est prendre le problème à l'envers. C'est, essayons de comprendre comment le monde fonctionne et après on essaiera de trouver des applications. Là, on demande: «Trouvez une application de suite à ce que vous cherchez». Bah, un truc que j'avais pas estimé, c'est que derrière, il y a plein de chercheurs qui essayent de créer une expérience dont l'astronaute sera une main, derrière. Il fallait montrer tout ça. Oui, c'est ça, tu disais tout à l'heure, il y a beaucoup de gens autour de l'astronaute et en réalité, on se rend compte aussi par la BD, que c'est pas tout à fait ça. C'est plutôt que l'astronaute fait partie d'une équipe Oui, qui est beaucoup plus grande et que c'est l'équipe de la mission. Donc l'objectif, ouais. c'est pas simplement de l'envoyer dans l'espace, c'est qu'il puisse faire ses expériences dans l'espace et pour ça, il faut le préparer, la Ouais préparer, l'envoyer et cetera. Mais c'est vraiment un travail, d'équipe. et c'est pour ça que je pense qu'il voulait que j'y aille après, le voir, Oui, parce qu'après il y avait tous les examens médicaux. Son corps était au service de toute la recherche qui était en place. Donc il y avait vraiment les médecins qui voulaient voir, c'était aussi montrer comment lui, sa personne est une continuité même de comme un objet d'étude et ça aussi c'était impressionnant. Je j'avais pas vu, je pense que j'avais beaucoup, l'esprit, à l'étoffe des héros, mais c'était une autre époque où là, c'était de la conquête, là, c'est vraiment on étudie dans l'espace, on travaille dedans, ouais. on fait de la science, quoi, donc c'est tout ça que j'ai dû apprendre et essayer de comprendre comment ça s'organisait, essayer de retranscrire. Juste comprendre que c'est beaucoup. Et tu as dessiné aussi des gens qui sont autour de Thomas dans la mission, tu as dessiné Laura d'ailleurs? Parce qu'on parle Mais je me d'elle? suis demandé si je les mais je dessine tellement pas les gens. Je crois Non! que je t'ai dessiné, mais on reconnaît juste une mèche blonde comme Ouais, ça bon, qui moi fait j'ai des la ba mèche jaune fluo, jaune fluo, voilà, tout à fait la couleur les de mes cheveux. Simpsons. Mais par contre, non, il y a des gens qu'on reconnaît. Romain Charles, Oui, qui est un ah oui, ami à oui, moi, on le connaît. Yuri heu, Kargapulov, bien sûr, on le connaît. très gentil, qui m'a offert des petits biscuits Voilà, à qui est un peu Moscou. le chef Ouais, des astronautes, européens ouais, à ouais Moscou. et ouais, il y a des gens, un peu emblématiques comme ça. Bah, déjà ceux qui m'ont reçu, que j'ai rencontrés et puis, qui ont des statuts que je comment un peu que je cernais un peu autour de Thomas. Puis c'était aussi un clin d'œil pour, les remercier, de m'avoir un peu reçu, pris du temps. En fait, j'ai un peu mangé de leur temps aussi. Ouais, les autres astronautes aussi, tu les as dessinés? Ah oui, alors je suis pas je trouve pas que je sois une très bonne portraitiste. Je m'excuse auprès de Luca Parmitano que je dessine un peu très allongé, il a pas de cou. OK. Je l'ai beaucoup dessiné parce que, Thomas aimait bien, parler de Lucas. Ouais, j'ai essayé bah, moi-même pour me retrouver dans les personnages et puis c'est des gens des fois même je me demande si je ne mettais pas leur nom, donc autant, les dessiner. Ouais, j'en ai dessiné quelques-uns. Et donc en 2017, en Mmh? novembre 2017, je crois que c'est le 23 novembre. Aujourd'hui, Oh on est le non, 26 novembre ah je 2024, j'ai pas le tu jour vois? exact. Donc c'est presque jour près. En 2017 paraît enfin cette BD de 200 pages qui finit par s'appeler Dans la combi de Thomas Mmh. Pesquet. Il y avait d'autres, Ouais, titres d'ailleurs? Parce que je me rappelle que c'est une une autre discussion qu'on avait eue quand, on s'est vu la première fois à Cologne en 2015. Tu comment alors? réfléchissais au titre. Ah ouais, non mais c'était on a alors c'est pas évident parce que en édition, vous avez un peu les commerciaux qui aiment bien, se dire: «Il faut que ça marche en mots-clés, comme ça, sur internet vous allez trouver». Donc il Ah ah. faudrait le mot astronaute, il faudrait le mot, Thomas Pesquet si tu peux, limite Odyssée, tout et on n'arrivait pas à tout caser et surtout ça donnait pas l'esprit. En fait, ça faisait des titres un peu trop pompeux, La mystérieuse aventure. Et puis Je toi, tu voulais que ça ressemble, j'imagine, à la BD. Il fallait qu'il y ait un esprit. Ouais, mais en juin, j'ai ramené une couverture vraiment moche à Thomas avec un titre pourri. C'était quoi? Ah, je sais plus, c'était, l'Odyssée, l'Odyssée de Thomas Pesquet et j'étais pas contente. J'étais pas non plus contente de la combi. Je voulais faire un clin d'œil
à Tintin sur la lune. Donc en fait, c'était en contre-plongée, c'était trop compliqué avec c'était moche et surtout, c'est Alice Winocourt qui m'avait accompagnée, Alice Winocourt qui est qui a fait le film Proxima. Proxima avec qui j'ai fait, 2 déplacements. Je me souviens, elle était dans le Thalys, ça fait: «Ouais». Très honnête. Ouais, très honnête, elle fait: «Bah, en fait, on comprend pas, on voit pas que dedans ça va être rigolo, en fait. Il faut que ça se voit sur la couverture». Non, très honnête et tout et Thomas, il a fait: mais en vrai dire, je pensais aussi la même chose et en fait, j'ai tout rechangé, mais je crois que j'avais eu, même une réunion de commerciaux où en limite, il avait ou avec les libraires où c'est normalement la présentation aux libraires, c'est là-dessus qu'ils vont devoir tout communiquer et je fais: «Non, bah, j'ai tout changé». J'ai tout changé et en fait, c'est un copain à son anniversaire à moitié, un peu qui est pompette qui fait: «Mais tu t'embêtes pas, tu mets dans la combine machin et puis voilà, OK». Et il les remerciait d'ailleurs dans les remerciements. Il a juste: «Oh vas-y, tu mets comme ça puis voilà». Et dans la combi de Thomas Pesquet, c'était une référence à quoi finalement? Non, Parce que moi, j'ai pensé à Dans la peau de John oui un peu, Malkovich. oui. Il y avait ça, il y Ouais, avait ouais, ah dans la c'était ça ou? peau, un petit côté, on l'accompagne, mais sauf que, le truc emblématique, c'est la combinaison, mais il fallait que j'abandonne tous les autres termes qui de mission, d'épopée, d'héroïsme et cetera et qu'on arrête de se mentir. On se marre, on le Ouais. suit. On se moque un peu de Et j'ai soi-même. refait je sais pas, assez vite, j'ai eu je vais pas dire un flash, mais un peu mon cerveau a fait: «Allez hop, on fait sérieux et on va» et après, que tout le monde m'ait dit: «C'est pourri», j'ai tout refait et voilà. Et donc en 2017, en 7, novembre 2017, paraît la BD le gros bébé, avec ouais. 200 pages, avec cette nouvelle couverture. Et c'est peu de dire que ça marche, Ouais, ça puisque cartonne, ouais. c'est indéniablement un best-seller. Ouais, ouais. Rapidement en plus, non? Ouais, il a été épuisé assez vite. Ils ont été a pris un peu de cours en plus l'éditeur, il fallait qu'il réédite. À un moment, il y avait des libraires, ils s'étaient épuisés, des stocks, c'était avant Noël. Donc moi je vois ça et tout et ouais, je crois qu'on était la 2e meilleure vente derrière, le Astérix et Obélix de l'année et c'est pas ça qui m'inquiétait. Moi, ce qui m'inquiétait, c'est de faire la presse, de faire, beaucoup de Beaucoup de presse, promos? de promos Ouais. et d'en faire avec Thomas. On a fait, 2 télés et j'ai eu j'avais bah, comme là en ce moment, je toussais, mais j'ai pris de la cortisone avant et je me retrouvais en maquillage, mais avec une tronche et Thomas qui était comme ça, à faire: «Ah, tu tousses encore? C'était Problème de l'hiver en faible». même temps, hein. Non, mais je tousse tout le temps en promo et ouais, c'était très nouveau pour moi de faire des télés à côté de Thomas. En plus, j'avais l'impression d'être pas une potiche, mais d'être à côté comme ça en mode, comme un petit labrador, avec quelqu'un qui savait très bien, manier les caméras, qui se tenait très bien. Le D'être à labrador, c'est côté. ton animal totem, j'ai Oui, l'impression. Ça fait 3 j'ai fois que l'impression tu te compares à un labrador. eh oui. Non, mais moi, j'étais étonnée de tout, c'était pas les premières télés, mais j'étais très intimidée encore de ce côté, tu t'es greffé à la personne qui marche et c'est pour ça que ta BD marche, en fait. J'avais OK. très peur qu'on se dise: «Ah bah, voilà, la petite meuf qui s'est accolée, au gars à succès pour faire sa BD, qui en a profité, Alors que c'est l'inverse, en fait. ah mais mais oui, j'avais plus de je dis souvent que j'avais plus de followers que lui avant et après, j'ai calculé, j'ai dû faire 35 heures de dédicaces en moins d'un mois, non jusqu'à Angoulême, donc j'étais mais ramassée. Et Ouais, donc ça encore une fois, quand on est autrice ou auteur de BD, j'imagine que faire un best-seller, c'est, le graal, non? ah bah, C'est le rêve. c'est pas désagréable parce que déjà, bah, financièrement, c'est rassurant. Ça met du beurre dans les épinards, Ça y est, mais tes parents étaient rassurés, du coup? Heu et encore, oui. Bah, non, ça peut encore, tout peut se casser la gueule du jour au lendemain. Non, ils étaient un peu contents. Non, non, moi, ça m'a un peu mis, confiance en moi parce que c'est un sujet donc c'est vrai que ça pose un peu dans la profession, après j'ai eu un prix à Angoulême donc évidemment, quand vous avez un prix à Angoulême, bon,
vous avez un projecteur et vous faites, qui fait une flèche en disant: «Bon, la petite meuf, si ça se trouve, bon, c'est peut-être pas si mal ce qu'elle fait, elle dessine très mal les Elle gens, dessine mais» très mal. non, ça aide pas mal pour le futur parce que c'est sûr que les éditeurs maintenant, ils me font plus confiance. C'est vrai que si je viens avec un sujet, je pense que mon éditeur, il me pose plus la question: «Mais qu'est-ce que tu es allé chercher? Qui c'est que ça va intéresser?» C'est vrai que ça Ça il y a t'a fait plus de changer confiance. de statut, tu dirais, ce succès, cette réussite? Je pense que mon éditrice maintenant, elle voit comment je fonctionne, elle se dit: «Bon, on va peut-être la garder» et ouais, je pense qu'ils sont contents quand même. Non, je pense qu'ils ont plus confiance dans ma manière de travailler parce que je suis un peu foutraque. Je viens en disant: «Je vais vous faire un sujet, il est possible que ça parte en cacahuète», hein. C'est J'étais partie sur, un truc scientifique sur Mars, c'est parti sur la vie d'un astronaute, donc je peux être un peu comme ça. Attention, donc ils me regardent faire, je vais pas leur, taper sous Word un scénario tout fini, ça va être du terrain et des trucs comme ça. Mais maintenant, je pense que, ils ont compris que je vais retomber sur mes 2 pattes. Non, c'est marrant, c'est même un peu risqué. En fait, après, j'ai dit à mon éditrice: «Attention, hein, c'est pas parce que je vends, des palettes que maintenant il va falloir que tu acceptes, c'est ma phobie. Ça peut arriver qu'après, comme quand vous vendez bien, en gros, on vous dise plus: Ça va pas, ça va pas». ah oui. On a peur que vous partiez, que vous fassiez votre star et que vous disiez: «Ah bah, tu aimes pas, et bah, je vais aller chez le concurrent». Ils ont Ouais. super peur de ça, donc ils font: «Tout est bien, Mais c'est toi, tu as bien». besoin quand même qu'on te cadre, Bah, qu'on je te reste dise que avec ça mon va pas. éditrice, je lui dis: «Tu me dis, hein». Parce que c'est très tentant. Vous pouvez être à un festival, vous avez un peu bu, vous faites: «Alors je vais faire un truc, avec des poneys nazis» et vous avez en effet un éditeur qui fait: «Je t'ai entendu hier soir, c'est très intéressant». Cette Cette histoire de histoire de poney poney nazi, nazi, ça parlons-en. limite oui, c'est presque, c'est Voyons-nous à vrai, je Paris. crois, ouais, non, je sais plus. Je crois que j'avais dit: «Je vais faire une histoire. On va suivre Judas et on va montrer qu'il a voulu, sauver Jésus». C'était un soir, n'importe quoi et il y en avait un qui avait écouté, il fait: «C'est une bonne idée». Je fais: «Non, non». Donc je veux que des gens me disent, «Tu pars en cacahuète» ou des trucs comme ça. Parce que Ou je ou le spatial d'ailleurs, on t'a pas demandé, puisque tu as fait dans la combi de Thomas Pesquet, est-ce que tu veux pas faire, un d'autres trucs sur l'espace, l'astronomie, Mars justement, parce que c'était ton idée de ah, départ, le soleil, le je ne sais quoi? ah si, il y a des gens qui m'ont proposé des trucs en astrophysique, mais j'ai aussi eu des propositions de d'autres autobios, de cuisiniers célèbres ou de de gens plus ou D'accord. moins célèbres. J'ai appris que j'avais été pressentie pour, une bio de Mbappé, mais j'ai appris En après coup. BD? Oui, Et tu as j'ai dit non? appris sur Twitter. Non, j'ai appris sur Twitter que j'avais été, citée. Non, c'est l'éditeur qui m'a expliqué après que ça allait être vraiment compliqué parce que l'idée mais je sais pas tout, je sais pas à quel niveau ça s'est passé. Alors déjà moi, ça allait être non parce que moi le foot même pas depuis que je suis enfant. Mais toi, tu adores. Ah non, je déteste le foot, mais je me dis: «Je vais pas». Je suis une petite fille, j'avais pas le droit de jouer au foot. Je me suis pris des ballons de foot dans la tête. C'est pas aujourd'hui que je vends des livres qu'un footballeur va me demander de dire que c'est chouette le foot. J'aime pas le foot. On s'aime pas, donc on va pas se forcer. Mais c'est aussi dans la démarche, c'est-à-dire, je me suis dit: «Ça va», heu, quand vraiment c'est des grosses stars comme ça, je pense qu'il y a trop d'avocats. Il y a des avocats qui gèrent ça, l'image et là, c'est compliqué. C'est ça qui a vraiment été cool avec Thomas, c'est que je l'avais en discussion directement lui ou des gens avec qui il disait: «Je veux ci, je veux ça». Là, le problème, c'est quand soit vous passez par l'institution, si vous voulez faire un truc, sur un homme poétique et cetera, il Ça faut être devient une rêvé. œuvre, sans intérêt. Bah, ça devient un truc que plusieurs personnes vont relire, vont négocier et moi, je vais pas négocier avec un avocat sur, une blague. J'aurais pu avoir un avocat qui alors la blague sur le caca dans l'espace, ça va pas du tout. Heu, Ça aurait pu être ça. Donc c'est là où je me suis dit: «En fait, c'est marrant, ils ont pas compris», aussi la démarche de Thomas qui a été, d'être assez cool pour dire: «Bon, bah, je vais peut-être être représenté», enfin de se marrer sur son image. Bien Je sûr. pense qu'à posteriori, il y en a qui se sont dit: «Moi aussi, je veux mon livre», mais il faut accepter, en amont la démarche. Non, j'ai eu des propositions sur, d'autres, gens, mais je me suis dit que c'était pas intéressant, pour moi, j'allais pas refaire le même processus, Toi, on a compris, ta passion, c'est la science, c'est la technique, c'est comprendre ce que tu comprends pas ouais. et de l'exprimer en bande dessinée. Tu sais pas non plus,
classique dans le monde de la BD? Tu as un statut particulier? On te demande de réparer des frigos, des trucs comme ça, Ah non, non, non. Non, mais en fait, c'est drôle parce que, il y a des gens qui m'ont demandé si j'avais fait une sorte d'étude de marché du milieu de la BD et que j'avais, remarqué que c'était un manque, la science. Mmh. On m'avait demandé ça, je sais plus, une journaliste et je fais: «Mais j'ai pas du tout les moyens d'analyser, sociologiquement de quoi ont besoin les gens, j'ai juste fait ce que j'aimais». Et au début, j'avais des éditeurs qui disaient, «C'est des trucs de niche, enfin, s'intéresser à des trucs scientifiques, c'est comme faire un livre sur la pêche à la mouche, enfin, vous allez intéresser, 2 000 personnes et pas plus». Après, il y a une vague, de BD plus ce qu'on appelle la BD du réel où on refait du terrain, on va voir dans des labos et des choses comme ça et j'ai des confrères qui font ça comme Mathieu Burnia, lui qui a fait même des livres hyper techniques sur, la physique quantique avec, Thibaut Damour. Donc je suis pas la seule. Mais c'est vrai qu'il y a eu une période un peu de défrichage, je dis pas que j'y suis arrivée toute seule, mais où il a fallu prouver que oui, oui, les gens sont intéressés par le monde, les questions, Oui, comment parce marche que le monde, les trucs comme ça. niche, je veux dire, quand tu as fait une BD sur les robots, par exemple, Ah oui, ouais, ouais, c'est l'intelligence pas c'est artificielle. pas niche quand même, l'intelligence artificielle. Non, alors ça, c'était déjà un peu plus tard, un peu, quand j'avais déjà un peu prouvé, par Tu m'auras ma bête que non, ça intéressait les gens, la vulgarisation. D'ailleurs, c'est une collection, qui s'est faite après, où on a compris que non, les gens étaient intéressés, fallait pas prendre les gens pour des des idiots, ils sont Ouais. intéressés par, des questions, même très techniques, mais c'est tout le défi de l'édition ou des trucs comme ça, c'est de flairer ce qui va marcher ou pas et on sait jamais, hein, faut essayer. Bon, en tout cas, pour l'espace, encore une fois, pour l'espace en France, on n'écrit pas un best-seller sur ce sujet-là, sur le sujet de l'exploration spatiale, sans transformer, quelque part l'image de ce secteur dans la société. Ouais, mais il y a pas que C'est les une BD, évidence. il y a aussi Thomas qui a aussi beaucoup fait, Bien sûr. ouh! Non, non, mais non, mais Oui, oui, un peu. la responsabilité du phénomène de la mission Mmh. Proxima, heu, dans les ventes de ta BD, on peut en discuter, c'est peut-être un sujet, mais en tout cas, la BD, elle existe. Elle a été, vendue à plus de 500 000 exemplaires, Mmh. un demi-million, on pourrait dire, si on si on voulait. Heu, donc ça change forcément, quelque chose dans le paysage. C'est pour ça que je voulais te recevoir aussi, parce que Ah! c'est ce qu'on fait ici, c'est qu'on reçoit des femmes qui portent une voix, dans le spatial. Ce qui m'a surpris en lisant des articles sur toi, sur ton travail, c'est qu'on te compare beaucoup à des autrices de BD. Mmh. Ton style, ton humour, et cetera. Ça m'a surpris qu'on te compare systématiquement à des femmes, à d'autres femmes. Qu'est-ce que ça t'inspire? Ça te surprend? Ça En te tant qu'autrice, autrice? Ouais. c'est drôle parce qu'en fait, c'est vrai que j'ai surtout lu des hommes. Moi, je pense que j'ai un peu digéré des trucs genre du Gottlieb et du Docteur Slump, qui est aussi un prof qui fait un peu n'importe quoi. Oui, on veut, par exemple, me rattacher souvent à Claire Bretécher, Bretécher, je sais jamais, ou à Reiser, mais en fait, c'est des auteurs, j'avais pas trop le droit de les lire et Oui, tu les mais lisais quand peut-être même ou pas? mais oui, en cachette. En Mais cachette, peut-être ouais. pour le trait, c'est vrai, je suis pas loin du dessin de presse, mais c'est pas des auteurs, que j'ai vraiment beaucoup regardé, Reiser, moi je me souviens, ouais, je vois la comparaison, mais dans l'esprit, c'est vrai que c'est plus, Léonard le génie, Akira Toriyama, et donc je suis un peu étonnée, parce que les femmes, je les ai lues plus tard, après, puisque c'était pas dans le paysage de mon enfance. Bah oui, c'est ça. Donc non, c'est plutôt des parentés qu'il y a eu, des collègues où on a des choses en commun. Mais c'est pas des je pense pas que ce soit j'ai été très inspirée par des femmes, en fait. C'est vrai que j'avais surtout des références, venant d'hommes, mais D'autant plus, étonnant ou surprenant peut-être que justement tu t'attaques à un sujet comme l'espace à l'époque ouais. et un autre sujet qui est un peu le deuxième grand sujet des grandes passions des enfants des années 80, ça a rapport avec ton actu, c'est les dinosaures. Ouais. Il paraît que tu as refait une BD de 200 pages. Oui, alors après j'ai beaucoup tâtonné, parce que faut après la combi, je me suis dit, j'ai eu ma petite crise existentielle où je me suis dit: «Bon, bah, je vais décevoir tout le monde maintenant. Oui, c'est le moment. Alors, il est où le futur, Le moment est arrivé de qu'est-ce que j'ai décevoir. d'équivalent?»
Ouais, il y a eu un moment, de tâtonnement où, soit je reprenais ma série Tu me rends ma bête et je me suis dit: «Bon, bah, on fait quoi après ça?» Ça va forcément décevoir mon éditeur, je vais pas faire les mêmes chiffres. Il va être déçu le pauvre. Non, mais j'ai vraiment cherché plein de sujets. Alors ça, c'est aussi un luxe quand vous avez fait un succès, c'est que vous avez un peu le temps, de chercher aussi. Vous avez un confort qui fait que il y a un moment, je voulais faire un drame, à Fukushima quoi, sur, la je me suis pendant le confinement, je pense que j'avais besoin de doc. De Donc, penser à des choses ouais, de positives. penser à des choses hyper négatives. Non, j'ai lu tous les non, mais vraiment, je pense que c'était pour pas penser à ce qui se passait. Je me suis acheté tous les compléments, tous les trucs d'enquête. Sur Fukushima? Ouais, en fait, ils ont publié, l'école des mines. Il y a 2 chercheurs qui ont publié, le témoignage de Masao Yoshida, qui est le directeur de la centrale, qui a tout dirigé, pendant la crise et comme il y a eu un scandale au Japon, ils ont décidé de publier son témoignage et c'est hyper intéressant parce que, ces gars-là des mines qui étudient les catastrophes industrielles. Non, mais vraiment, ah alors non, mais des fois, j'aime bien, c'est comme une enquête. Le directeur, il parlait de pression, de HPCI, de CI, de Taurus et tout. Il fallait que je me suis dit: «Bon, bah, je vais étudier comment est foutue une centrale à eau bouillante». J'ai tout lu sur la centrale pour comprendre ce que disait le directeur. Ah mais ça m'a occupé pendant le confinement. Tu as fait ta petite enquête Ah, j'ai fait ma petite enquête perso. jusqu'à ce que je pige ce qu'il raconte et j'ai essayé de l'expliquer. J'ai fait un storyboard, mais déprimant 4000. Mais vraiment et ça me ressemblait pas, en fait. Mais, je pense que ça m'a hyper occupé l'esprit. C'était vraiment comme une enquête de comprendre. Moi, je voulais vraiment comprendre, le la problématique des gars. C'est pourquoi il fallait mettre machin à 12, à 12 PSI, voilà, les pressions et cetera. Pourquoi les mecs parce que je l'avais suivi moi la catastrophe, je me souviens, ça m'avait angoissé 4000 et je me souviens, j'avais tout suivi à la télé et j'étais contente qu'il y ait un hélicoptère qui envoie du sable avec du borum, je crois, dessus. Enfin, je crois que c'est ça. Je me suis bien documentée. Non, je me Ouais, je suis vois. Tu peux nous et expliquer comment marche un réacteur à eau ouais, ouais, bouillante à maintenant? fond. Où il y avait eu des explosions et cetera et je peux vous expliquer. Et le directeur qui dit: «Cet hélicoptère, c'était comme une cigale qui pisse sur un incendie». Donc c'était drôle parce que moi, sur le moment, je fais: «Eh super, ils agissent». En fait, ça servait à rien et donc ouais, on voit l'anxieuse qui essaye de comprendre ce qui se passe. À la prochaine catastrophe, moi, je pourrais vous expliquer pourquoi ça sautait et pourquoi c'était pas si mal, des fois que ça saute. Mais bon, Et cette BD sur Fukushima, elle est sortie quand, du coup? non, j'ai fait une storyboard de 100 pages et j'ai tout jeté au déconfinement. Quand enfin j'ai pu sortir et voir les oiseaux et un peu le ciel, je fais: «Mais c'est de la merde». Non, mais en fait, j'avais un peu le fantasme je me suis dit: «Tiens, est-ce que tu essaierais pas de faire de la fiction, et de faire tout l'inverse? Fiction et catastrophe, pas rigolo du tout». Je me suis dit: «Ah» et en fait, je me suis dit: «Bah, arrête de te mentir, tu fais de la vulgarisation marrante et cetera» et en fait, j'ai relu, un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Bill Bryson et qui a fait un livre qui s'appelle Une histoire de tout ou presque. C'est génial. Il raconte le monde, mais en entier. Il est pas scientifique, il dit: «Bon, bah, je comprends rien, allez hop» et il raconte, mais super bien et il insiste beaucoup sur l'aspect humain des chercheurs qui se tirent la bourre, qui se font des sales coups, qui se mettent des bâtons dans les roues. Je crois que c'est Hubble qui est pas un gars super non plus, qui est un peu prétentieux, et donc il raconte tout ça et il y a un chapitre sur les dinosaures qui est génial et je me suis dit: «Mais c'est drôle» parce que j'avais lu d'autres trucs et en fait, de fil en aiguille, je suis repartie là-dessus. Je voulais un peu, mettre un pied dans l'autobiographie parce que ça rejoignait des interrogations que j'avais eues en tant que dessinatrice. C'est qu'à un moment, j'ai voulu être dessinatrice, scientifique. Pendant mes études, je me suis dit: «Bon, bah, quitte à être dessinatrice et avoir un métier, il faut que ce soit sérieux» et j'étais allée voir les étudiants, j'avais été draguée par un prof qui voyait bien que j'aimais bien ces petites anecdotes d'opérations chirurgicales parce que lui, il était prof, en section, dessin scientifique. Donc vraiment, c'était des étudiants qui allaient, assister à des opérations, qui avaient des cours avec, des étudiants en médecine, Ouais. et tout et eux, c'était vraiment, bah, c'est sérieux quoi, enfin c'est une opération à cœur ouvert, dessinée
Et moi, je me suis dit: «Je peux pas faire ça, je suis pas assez, rigoureuse». J'aurais pu faire de la vulgarisation, j'y avais pas pensé, mais je me suis dit: «Je vais mettre n'importe quoi, je vais mettre des gags, même dans les tripes, je vais pas pouvoir m'en Il y a empêcher». plein de gags à faire en plus, hein, Il y sur a les tripes. plein de Bah, évidemment, si je vais dans une opération, je vais plus raconter le chirurgien qui fait des vannes que la chirurgie. Et je me suis dit: «Non, tu pas assez rigoureuse, ton dessin est pas». C'est ce qu'on appelle du dessin analytique, je sais le faire, mais c'est pas ce qui me passionne le plus. Mais les dinosaures, il y avait cette problématique de la représentation qu'on donne du dinosaure. C'est-à-dire, on a eu besoin d'artistes à un moment pour dire: «Bon, bah, voilà, faut représenter, un dinosaure, on n'en a jamais vu». En On quoi sait c'est un problème pour ça? de quoi? Parce que vous avez qu'une dent. Par exemple, le mégalosaure, vous n'avez une dent. Un gros Dans l'iguanodon, vous avez juste une grosse canine. Et on dit aux scientifiques, ben, c'est peut-être même, ceux qui ont trouvé cette dent, se sont dit: «On va essayer de le dessiner, à quoi il ressemblait». Hein, hein. Bon, bah, si c'est une dent d'iguane, mais énorme, bah, ça devait être un gros iguane. Mais bon, s'il était gros, il lui fallait plus de muscles parce que bon, mais il faisait ça bien, hein, ça on peut rigoler, en Angleterre, ils sont au Crystal Palace, il y a des grosses sculptures de gros iguanes, on dirait des gros lézards, des varans de Komodo, mais vraiment patapouf. Et en fait, c'est bien fait. J'ai lu une étude qui montre, bah, regardez les dorsaux, il les a renforcés en se disant: «Comme il est gros, il faut qu'il tienne, au sol». Et en fait, c'était vraiment un travail artistique, analytique, de dessinateur de scientifique. Donc c'est marrant, je me suis je ça me rappelait des problématiques, que je me suis posées et cetera, et le rôle de l'artiste dans la Ouais. représentation que va avoir le Jurassic Park. On l'a tous en tête, mais c'est qu'une représentation parmi des milliers, et pourtant ça. C'est ça, et on parlait pour l'espace Oui, d'un rôle culturel, et là, c'est exactement ça. Le dessinateur est à un endroit clé, finalement, de la création de tout un monde imaginaire qui va rentrer dans la culture. ouais, ouais, Quand on parle de dinosaures aujourd'hui, toi, moi, les enfants, on a tous la même image, ouais. finalement, de ce que c'est un dinosaure. Alors que, comme tu l'as dit, personne n'en a jamais vu. Et puis c'est une interprétation, qui avait 20 ans de retard déjà, dans Jurassic Park. Et Ouais. puis c'est marrant, c'est à cheval entre un peu la science, mais aussi entre nous, notre job de dessinateur ou d'artiste ou de scénographe pour, Spielberg. C'est qu'il faut qu'il amène des gens dans une salle, de sa problématique, c'est aussi de faire, peur aux gens, donc il faut qu'ils mentent un peu. Donc Ouais. nous, on ment tous un peu. Moi aussi, je vais un petit peu mentir dans J'allais mes te dessins. demander, dans ton dessin, justement, est-ce que tu prends le parti de représenter les dinosaures tels on s'attend à les voir sur une page, ou est-ce que tu prends le parti de dire non, non, je vais utiliser la dernière étude scientifique que j'ai lue pour représenter quelque chose au plus près de ce qu'on Je pense? pouvais pas. En fait, je suis allée voir un paléontologue, Ouais. et c'est drôle parce que ce jour-là, il y avait une vraie dessinatrice, scientifique. Et le paléontologue, travaillait déjà sur un dinosaure, je ne savais pas qui c'était, et il lui donnait des détails. Ils en étaient à un débat sur, une vertèbre, à la base du cou, qui était telle que, il était dessiné trop penché en avant. Il fallait qu'il le relève, et on en était à des tailles comme ça. Et je me suis dit: «En BD, si j'essaye de faire du dessin analytique, ben, il sera faux». Déjà, je suis pas dessinatrice analytique, je suis, plus cartoon, donc il sera faux. Alors après, j'ai essayé de le représenter tel qu'on les dessinait dans les gravures, ça c'est rigolo. Mais je me suis dit: «C'est sans fin, en fait». Ils sont tout le temps en train de refaire, le T-rex là, quand je parlais, de ça au paléontologue, il me dit: «Bah là, en ce moment, il y a des études pour voir s'il avait des lèvres», par exemple. Mmh. Ouais. Est-ce qu'on voyait ses dents, où il a l'air bien méchant comme un croco, ou il avait ses lèvres et finalement il avait. Plutôt comme un hippo. Ah oui, il a eu une rhinoplastie aussi récemment, le T-rex. Il a les narines, même les narines, il y a un débat Il y a un débat sur les narines? sur les narines. Et le paléontologue que j'ai rencontré, Renaud Alain, c'est marrant parce qu'il me dit: «Mais tu sais, le T-rex que j'ai découvert, dans les Bouches-du-Rhône, il est dans le dernier Jurassic Park, et c'est le Pyroraptor, il est français. C'est le raptor qu'on voit marcher sur la glace. Il est rouge, alors il me dit: «Bon, allez, on regarde le dernier, Jurassic Park ensemble». On l'a regardé un peu en accéléré, et c'est assez drôle parce que je me suis dit: «Il allait tout critiquer», et en fait, il a vraiment de la sympathie. Il fait: «Mais je peux pas critiquer, c'est grâce à Jurassic Park que je suis devenu paléontologue». Donc ce ping-pong entre l'artistique et le scientifique. Bien sûr. Et il fait: «Bon, bon,
Bon, alors il est trop grand, mon Pyroraptor. En fait, il est comme ça. Je fais: «Ah!» Ensuite, il est vraiment méchant et il devrait avoir peur, du bruit de l'avion. Mais bon, OK. Ensuite, il dit: «Ah, ça, c'est intéressant parce qu'à un moment dans le film, il casse la glace et il va sous l'eau». Il fait: «Ça, c'est intéressant». En gros, il me fait: «En ce moment, il y a une mode, on veut qu'il plonge dans l'eau». On re Et il y a des modes comme ça dans la représentation, je sais plus, à quoi c'est dû, il y a des modes où, il faut les représenter en train de courir ou, dans les années 90, ils étaient bodybuildés. Il fallait prouver qu'ils étaient à sang chaud. Donc ils font des sauts pas possibles et là, en ce moment, on veut qu'ils plongent dans l'eau. Ils font des trucs dans l'eau et en fait, je me suis dit: «Mais en fait, c'est sans fin». Enfin, la c'est de la science, en marche et en fait, même si je fais la représentation actuelle, la BD sort, c'est déjà plus ça et en fait, j'ai zappé tout un chapitre où je discute avec le paléontologue, parce que tu un peu hors cadre, mais ouais, je me suis beaucoup posé la question de, où on en est dans la représentation aujourd'hui de, bah, des fameux T-rex et cetera et en fait, je ne sais même pas. En fait, je crois qu'il a un plus gros bidon, en fait, aussi. Ils se sont rendus compte que les côtes flottantes sont beaucoup plus basses, donc ça va plus. Il a il a peut-être des lèvres, il a le nez retroussé, il en peut et maintenant, il crie comme un canard, donc c'est assez drôle. Ouais, Mais l'artiste, c'est des représentations toujours qui parlent de nous en tant qu'humains, ce qu'on projette sur les bien animaux, sûr, ce bien qu'on sûr. projette sur les astronautes, La peur, sur la peur, le respect, la révérence. et des fois, c'est comme les astronautes aussi, je suis ça me fait marrer, la représentation qu'on a, c'est drôle que moi, quand je vois les gens en dédicace, des fois, je suis surprise, il y en a qui disent je leur dis: «Mais ça vous donne encore envie d'aller dans dans l'espace, ma BD?» Il y a des gamins qui font: «Oui, oui, oui». «Bon, bah, OK». Puis il y a des grands-mères, moi j'ai vu en dédicace, il y a des grands-mères, elles ouvrent mon livre, elles font: «Je préfère le vrai, hein». Ah oui! Pourquoi? Parce qu'il dit des gros mots ou quoi? Bah, parce que je pense ouais, enfin c'est, oui. Oui, c'est ça. Puis bon, il est dessiné, c'est une sorte d'archétype, s'ils se ressemblent pas vraiment, c'est une sorte de Tintin, Ouais, j'ai pas je peux pas aller dans le portrait pur, j'ai fait une sorte de mélange, pour que ce soit lui et pas lui, parce qu'il représente un archétype d'astronaute. J'ai mélangé plusieurs astronautes dedans, en fait, mais ouais. avec un peu son humour, des anecdotes d'autres personnes aussi, donc c'est marrant. Et du coup, tu as eu la problématique du titre aussi pour cette BD de 200 pages sur les dinosaures. Ça s'appelle «Dans la combi des dinosaures»? Ah non, c'était Nos mondes perdus. Non, un peu moins. Le grand sujet, c'est la couverture, ouais, qui co comment la couverture va retranscrire, ce que vous dites, ce que ça raconte, le ton et cetera et il fallait que ça parle, à la fois des dinosaures, mais il y a quand même un personnage donc c'était pour montrer que c'était, une sorte de mise en abîme, il allait y avoir des voyages entre le présent et le passé, un regard du présent. Mais c'est pas évident. La couverture, c'est toujours un truc, c'est un projet dans le projet, quoi. En tout cas, je te félicite parce que tu as réussi Merci. à sortir de l'espace pour te replonger dans les dinosaures qui, encore une fois, sont vraiment là, les cartons pleins sur les passions des enfants Ah qui étaient oui, mais j'ai pas autour de calculé moi comme dans ça. l'école, hein. Ah oui, non, mais Ah, moi, oui, voilà. en classe à l'école, il y avait deux trucs. C'était l'espace, les dinosaures. Ouais, mais j'avais peur de les décevoir parce que ça allait vraiment raconter l'histoire de comment, on les a représentés. C'était pas des fiches, animalières, c'est sur Jurassic Park, quoi. C'était vraiment on allait aller, voir des gars, on allait parler de Buffon, de Jefferson et cetera. Donc j'avais peur qu'ils soient un peu déçus, mais c'est peut-être pas forcément pour les enfants, en fait. Ah non, pas forcément, je pense. Après, il y a peut-être trop d'astronautes tuent l'astronaute, il faut passer à autre chose parce que non, mais j'avoue qu'au bout de 2 ans, c'est rigolo parce qu'il y a une petite saturation. Enfin, De ta part, à oui, toi? non, mais quand je me documente pendant 2 ans, que j'écoute, toutes les interviews et cetera, je suis contente de passer à autre chose. Oui, bah oui, oui, Je dis j'imagine pas bien. que ouais, ouais, il y a un moment où je fais, tain, je crois que je rêve astronaute là, je fais des rêves, je crois que en mangeant, Puis quand tu fais un best-seller comme ça, j'imagine que les gens doivent t'en parler en plus dans la rue, dans on m'en les parle encore. signatures, tout le temps. On me demande, «Est-ce que Thomas Pesquet est gentil?» Oui, Non. évidemment, c'est ce que tu Non, non, réponds. on me demande beaucoup, je reçois beaucoup de mails, j'ai l'impression, comment le contacter? Est-ce que vous pouvez lui faire suivre ça? Je d'accord, je ne suis D'accord. pas vraiment son attachée de Oui, presse. ils t'ont confondu les gens. Mais non, ou vraiment souvent c'est: «Est-ce qu'il est gentil?» Il y a des doutes, du coup.
Bah, ce qui est rigolo, c'est que si vraiment il est méchant, je vais pas dire non, on me dit: «Est-ce que vous avez un peu de off que vous avez pas le droit de Ah, dire?» ça aussi, on m'a Et je demandé fais: ça «Bah, plein de fois. soit oui et j'ai pas le droit de dire, soit non et j'en dis pas». C'est c'est râpé, mais mais souvent je réponds et c'est vrai, je pense que, bah, que l'existence de cette BD est bien la preuve qu'on a quand même quelqu'un qui a un peu d'humour parce que je Bien pense sûr. pas que j'aurais pu Mais faire ça avoir de avec, l'humour, c'est pas un défaut. ah non? Ce que les gens veulent quand ils te demandent Ah! ça, c'est surtout quel est le défaut. Ah, les défauts. Ah, je dois en donner un Non, ah oh non, 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 toi, bah, surtout pas, vas-y, surtout toi pas. premier. Ah Attends, toi, tu non, connais depuis plus longtemps que moi. ah non, mais moi, j'allais te dire. Moi, on m'a demandé plusieurs fois. Allez, il a bien un défaut quand même. Non, mais tu réponds comme, Et je réponds, ah, je dis perfectionniste. ou comme, Non, non, mais Carla Bruni, tu réponds: «Il a les défauts de ses qualités». non, mais C'est drôle. c'est drôle que les gens soient absolument veuillent absolument savoir ce qui ne va pas, alors que Ça nous met dans une position très compliquée parce que j'ai absolument. pas non plus, moi, je considère pas que je le connais très, très bien, finalement, je sais pas en cumulé combien je l'ai vu. Je me considère pas comme une amie proche. En plus, je l'ai beaucoup vu, en lui posant des questions beaucoup à lui. Mais je sais pas, je lui envoie mes BD pour dire: «Tiens, regarde, voilà un peu de moi». Tiens, je l'ai pas envoyé la dernière. Mais c'est vrai que c'est un peu à sens unique, par exemple, donc et j'avais conscience aussi que moi, je me suis souvent dit: «Ben, tu serais suivie par, une autrice de bande dessinée qui raconte ta vie. Je sais pas si j'arriverais à être 100 moi». Enfin, j'avais conscience aussi que moi, ma présence, était un peu particulière. J'aurais un biographe, je serais, là. Non, je me tiendrais à carreau, enfin, je dirais quelques vannes, mais il verrait pas, les jours où je dis des horreurs. Mais c'est difficile aussi comme position d'être autant, écouté, avec des gens qui vous épient, en notant des choses, enfin, ça doit être particulier quand même. Moi, je Faut dirais être à 31, l'aise, oui. faut être à l'aise avec soi-même, c'est sûr. Moi, je pense que 24, je suis partie en déjà en interview, il y a des trucs. Et tu sais, il y a un round de questions rapides à la fin Mmh mh. de chaque entretien avec les femmes avec qui je parle ici. Ça commence toujours par la question moins plus. C'est en gros la question: qu'est-ce que tu aurais aimé faire moins dans ta carrière, dans ta vie jusqu'à présent? Qu'est-ce que tu aurais aimé faire plus, si c'était à refaire? Waouh, moins grossier. Quand je me relis, je fais: «Oh la vache, tu vraiment une charretière, quoi». Mais c'est bien, ça c'est la preuve que j'évolue, mais peut-être, moins dans certains gags où je dis: «Oh, c'est pas finot», c'est où j'insiste trop sur des trucs, mais c'est vraiment, plus avec le recul, mais Mmh. moins non, je vois pas tout de suite. C'est peut-être moins ouais, moins trash. Moins Mais je sais pas. trash? Ouais, des fois, c'est on sent le défouloir, quoi. On sent la fille un peu énervée, qui se venge de je sais pas quoi. Je fais des fois: «Waouh!» Mais après c'est marrant parce que c'était je dois assumer le fait que ça a un peu baissé en tranche d'âge. Au début, je faisais vraiment le blog en pensant ado adulte avec mon éditrice. On fait: «Bon, on est à partir de 15 ans» et en fait, on s'est rendu compte que j'étais lue, en fait, 8-9 ans même. Comme maintenant que ça reste dans les familles, il y a une petite, et que c'est en vidéo sur YouTube, l'adaptation. Il y a un petit glissement de terrain. Des fois, je fais: «Ouh là!» Du coup, ça te rajoute de la pression, de la responsabilité? Non, pas à ce niveau-là parce que, je pense que ça y est, c'est foutu. C'est foutu, je crois que non, de faire moins des références, politiques. Non, pas politiques, mais d'actualité. Je me suis rendu compte que j'en D'accord. fais moins parce que, pas pour du politiquement correct, c'est que ça date, Ça vieillit ça vieillit. mal? Ouais, maintenant, je vois des gens même qui sont morts. Michael Jackson, je sais pas, mort. Johnny Hallyday, mort. En fait, plus je les dessine, plus ils meurent. Donc non, ça date le truc, ça vieillotte et il faut rester sur des trucs un peu, ou vraiment des références, qu'on aura tous, mais ça, il faut que je me méfie. Mais après, j'assume aussi que je vieillis, quoi. Je vais pas faire semblant d'être une jeune, quoi. Je vais pas j'ai essayé de mettre le mot Déjà banger. de dire Jones, déjà ça fait C'est frais, foutu. ça fait Non, mais vieux. voilà, ou n'importe nawak. Enfin, des fois, je me vois écrire, je fais: «Mais qui écrit ça?» On dirait, donc j'essaie de mettre C'est des quoi termes le top terme, les top termes que j'arrive pas à qui fait plus jeune, ça fait quoi?
Bah, j'ai essayé de mettre banger, dernière Banger, heure mais il et faut je me l'employer suis pour tout, absolument ouais, tout, mais hein. là, j'ai eu l'impression d'être vraiment, Juppé, qui essaye de faire non, enfin, Tip Top, Tip top. non, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait essayé de faire, jeune en sortant, des expressions et ça tombait totalement à l'eau. Je crois que je vais vieillir avec mon public et puis si des trucs qu'on a tous en commun comme, les blagues sur, bah, la maladie, ça va pas changer, les dinosaures et tout, ça va parler. Eux, ils sont déjà morts, donc tu tranquille. Mais je vais pas mentir, je vais pas parler, il y a des trucs que j'intègre en écoutant des podcasts ou des Twitch ou des trucs comme ça, de manière, naturelle, je les intègre, mais je vais pas faire semblant, je vais pas mentir. Et plus, alors qu'est-ce que tu aurais aimé faire plus? Qu'est-ce que tu aurais voulu faire plus? Aller plus loin dans certains trucs techniques, je pense qu'on peut aller plus loin. Des fois, je me dis: «Il faudrait même un chouille, un peu plus compliqué des fois». Faut pas hésiter, mais c'est du boulot. Heu, non, plus de visites de labo, je ça fait longtemps que j'en ai pas fait et je sais que c'est assez intéressant. Je sais que ça prend plus de temps. Il y a des sujets vraiment techniques qui sont hard, quoi. Les molécules, j'ai vu des trucs de molécules, des ADN, génétique, ouais, il y a des sujets qui m'intimident un peu. Je comprends. Et donc la rubrique dans laquelle, ton livre a été cité plusieurs fois, c'est la rubrique livre spatial préféré. Est-ce que tout à l'heure, tu as cité déjà quelques Je vais pas me livres? citer moi-même, non. Ouais. Non, non, Est-ce que tu as un non. livre spatial préféré que tu as lu, que tu Bah, moi, je me souviens avoir raté vraiment des stations de métro en lisant L'étoffe des héros, au passage où le singe Ham est dans l'espace. hein, J'étais tellement mais je crois que je me rongeais les ongles. La description et tout, je me souviens, je savais plus, je crois que j'ai raté 3, 4 stations de métro. Je le lisais, partout. Donc en ça, dans la captation, L'étoffe des héros, j'ai adoré. Après professionnellement, il y a le Packing for Mars de Marie Roche qui m'a mmh beaucoup influencée. Mais ouais, je dirais, L'étoffe des héros, même si c'est, une certaine aspect de la conquête spatiale Ouais, ouais, qui est différente. dont tu as pris un peu le contre-pied d'ailleurs, on pourrait dire. C'est bah, oui. Oui, c'est pas la même Et film, est-ce que tu as un film spatial? Il y a eu beaucoup de films d'ailleurs sur les astronautes récemment, Ah ouais! depuis 2013-2014, il y a eu beaucoup, presque Mais oui, un par an, puis des oui, séries, des choses comme ça. ouais, ouais, c'est marrant comment ça a imprégné, et même les pubs, les affichages, dans le métro Ah, et ta tout. ta pub, spatiale préférée 4 par 3. Non mais ton film spatial préféré, tu as un film spatial culte Bah, que j'avais ou bien que tu j'avais aimes bien? bien aimé, Gravity, c'est Ouais, sûr que je l'avais vu, dans un super cinéma, Dolby Surround et tout. ouais. Mais j'étais outrée qu'elle retire sa combinaison comme ça sans un système de refroidissement, c'est inacceptable. Et que ce soit pas assez Sans rigoureux? sans dépressurisation, elle aurait dû prendre 4 heures à sortir son truc, donc là j'ai fait inacceptable. Ouais, logique. Mais dans le son est assez, ouf. Oui, en plus ce qui m'a agacée, c'est que aussi, George Clooney gâche autant de carburant dans son petit truc à faire n'importe quoi. Je pense que la NASA ne laisserait pas un mec faire donc je l'ai vu avec, à la fois en étant dedans et à la fois en disant: «Te te te». Non, alors, First Man, aussi pareil, j'ai bien aimé le côté, je trouve que ce qui est bien retranscrit, enfin je sais pas, hein, je suis pas allée dans l'espace, mais j'ai bien aimé le côté, brinque-ballant, quand il est vraiment dans la fusée, ça vibre de partout, c'est n'importe quoi, on entend presque les vis qui vibrent et là Mmh. aussi, il y a un truc avec le son qui est barge, mais j'hésite avec, Seul sur Mars. Non, j'ai préféré le livre. Attendez, je cherche. Moi, je suis assez critique En en cinéma. cinéma. Ouais, je suis en plus après, à la combi, quand j'ai revu, Gravity, je fais: «Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est le Soyouz, mais pourquoi il y a un deuxième Soyouz?» Complètement chiante, complètement chiante. Gravity, c'était un bon film de cinéma, Gravity, mais non, c'est c'était vrai mais un c'est vrai que c'était pas le film le plus rigoureux. Tu dis que tu es chiante. Moi, j'avais invité l'ensemble du personnel du oui, Centre européen des astronautes pour, voir ce film. j'ai vu Clairvoy parler avec, et il disait que c'était génial, je pense que, Clairvoy parlait du son, oh, le son, qui était extraordinaire. Donc ouais, c'est mais fou. mais je peux dire que dans la salle, effectivement, là, à droite, à gauche, ça les commentaires sur le Soyouz, la pressurisation, les orbites, le scénario, là, Ouais, c'était pas ouais, facile de se concentrer sur le film, hein. ouais, ouais. Et puis, la musique est hyper flippante. Donc pas de film, on zappe cette Ah question-là, non, du mais coup? non, je cherche, sur le spatial. Bah, en fait, c'est vrai que
après la documentation, j'ai eu un peu de mal. Proxima ouais, j'ai chialé à la fin. Mais c'est un rapport, j'ai un rapport particulier parce que j'étais avec Alice à Baïkonour, j'ai suivi de loin le film, mais c'est une approche vraiment intéressante. Avant le vol, c'est mon petit chouchou. Parce que Proxima en alors. plus, je l'ai vu se faire. Enfin, je l'ai vu Alice sur son scénario pendant que moi j'étais sur mon. On a même brûlé pas un cierge ensemble, mais dans une église orthodoxe à Baïkonour, on a chacune brûlé une bougie pour nos projets respectifs. Voilà. Donc Proxima de Alice Noucourt. Ouais, ma petite Alice, j'espère qu'elle viendra. Marion, Bah écoute, bah oui, je te remercie. on aurait beaucoup de questions à te poser en fait. À me poser? Ah oui, les hommes qui font Pourquoi? l'espace. Bah si, Les hommes, bah non, les hommes qui font l'espace, c'est l'histoire. Non, mais sur ton métier, les coulisses, etc., les astronautes. Les coulisses d'astro. Oui, bah T'en si, t'en être connais attaché autant de que moi. presse, gérer les journalistes, répondre Tout est très agréable. la diplomatie. Bon, bah écoute, je viendrai avec volontiers dans ton podcast Ah bah oui, quand oui, tu. oui, Volontiers. d'accord, les hommes. Merci en tout cas Bah, de cet je épisode t'en très prie. spécial Ouais, c'est avec toi, sympa. Marion. Merci. Et à très bientôt. Bah ouais, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Elles font l'espace avec le soutien de l'Académie spatiale d'Île-de-France. Cet épisode était produit et réalisé par François Bonnet, Cyril Nobilet et Yann Famoutri. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le partager et à nous mettre plein d'étoiles. Et nous, on se retrouve très vite sur vos plateformes préférées pour un nouvel épisode de Elles font l'espace.